La Cité européenne des scénaristes présente... Je pense que la difficulté, elle vient aussi en France du fait que personne ne sait vraiment ce que ça veut dire et que du coup, quand on est présenté comme showrunner, personne ne sait exactement ce qu'on fait et ça peut effectivement créer avec les réalisateurs ou la production parfois des frictions parce que chacun n'a pas compris exactement la même chose sur ce qui était son périmètre et ses responsabilités. Les showrunners et le scénario. Salut, c'est Baptiste Rambaud. Un dimanche sur 4, j'ai le plaisir de discuter avec ceux pour qui le scénario est un outil de travail. Qu'ils soient techniciens ou employés de bureau, qu'ils interviennent en pré-prod, en prod ou en post-prod, à chaque métier, son rapport particulier au texte. Je pense que le showrunner, il ne doit pas faire le boulot des autres, il ne doit pas faire le boulot du producteur, ni le boulot du réalisateur, ni on ne sait pas le faire. Je veux dire, la série, c'est collectif, c'est ça qui est beau aussi. Mais il faut trouver le moyen d'arriver à rendre ça harmonieux et que chacun puisse se mettre au service de la série. Leur métier, superviser l'écriture puis la cohérence artistique de séries. Dans ce 35e numéro de l'émission, la parole est aux showrunners et showrunneuses. Quel est leur rapport au scénario ? À eux 5, mes invités du jour ont dirigé ou co-dirigé les séries La Maison, HPI, Irrésistible, Les Enfants sont rois, En thérapie ou encore Oussekine, après avoir travaillé comme scénariste sur par exemple 10%, Drôle, Les Gouttes de Dieu, Tapis, OVNI, Les Combattantes, ou comme réalisateur sur par exemple Le Bureau des légendes et Baron Noir. Je les laisse se présenter et vous souhaite une bonne écoute en leur compagnie. Mais d'abord, un peu de contexte pour bien comprendre la discussion du jour, avancez dans l'épisode si vous connaissez déjà. Pour commencer, je vous invite à écouter préalablement en particulier l'épisode de ce podcast consacré au métier de coordinateur d'écriture, car on y introduisait plusieurs termes techniques qui reviendront aujourd'hui, relatifs à la fois à la room d'écriture et au développement de séries, et aussi car les coordinateurs d'écriture, que vous entendrez aujourd'hui désignés sous le terme coordinateur tout court, figurent parmi les portes d'entrée sur l'écriture de séries. Ensuite, je me permets de vous préciser comment on a constitué la table ronde du jour. En France, le métier de showrunner n'est, me semble-t-il, pas défini en tant que tel, du moins dans les intitulés de poste ou sous forme de statut officiel. Hérité du système américain, en particulier à l'époque où les séries comptaient des saisons à la fois longues et nombreuses, ce poste de showrunner-showrunneuse est donc implicite en France et implique un empilement de plusieurs responsabilités chez une même personne, parmi lesquelles créateur, donc la personne qui a apporté et développé initialement le projet de série, scénariste tout court, donc qui travaille à l'écriture des textes ensuite, directeur d'écriture ou directeur de collection, deux intitulés assez équivalents, sorte de chef des scénaristes quand il y a plusieurs scénaristes sur un même projet, ce qui est généralement le cas en série, directeur artistique ou producteur artistique, là encore deux intitulés assez équivalents. Il s'agit du référent pour l'ensemble des comédiens, réalisateurs et techniciens lors de la mise en production de la série, pour aligner tout le monde sur une même vision artistique unifiante, par exemple un même style visuel ou un même ton, une forme de chef de tout le monde en gros, mais seulement sur le volet artistique, pas sur le volet financier ou juridique ou hiérarchique. Le terme de producteur artistique peut ainsi s'avérer trompeur car il ne réfère pas ici à un producteur en tant que tel. On va y revenir. 5e casquette possible, justement être à proprement parler producteur ou coproducteur de l'œuvre. À partir de là, le showrunner est non seulement responsable artistique, mais aussi responsable ou co-responsable tout court, ce qui lui donne notamment plus d'assises auprès de ses partenaires financiers, producteurs et diffuseurs. Enfin, 6e, caractéristique très française, on retrouve souvent chez les showrunners français la casquette de réalisateur ou réalisatrice d'une partie ou de la totalité des épisodes. Je reprends. Un showrunner ou une showrunneuse en France empile pour une même série plusieurs casquettes parmi lesquelles créateur, scénariste, directeur d'écriture ou directeur de collection, directeur artistique ou producteur artistique, producteur ou coproducteur tout court, et enfin réalisateur. J'ai bien dit plusieurs casquettes parmi celles-ci, mais pas toutes. On peut effectivement showrunner une série qu'on n'a pas créée soi-même, ou qu'on ne coproduit pas financièrement, ou dont on partage la direction artistique avec les réalisateurs et donc en n'étant pas réalisateur soi-même. On va justement revenir sur tout ça aujourd'hui. De fait, les invités du jour ne se présenteront pas toujours eux-mêmes comme showrunners. On les a rassemblés en effet sur la base d'une diversité d'expériences dans la supervision d'une série, diversité dans le nombre et la nature des responsabilités qu'ils ont occupées. Par ailleurs, pour maximiser cette diversité de points de vue à la table, on a fait le choix de n'inviter qu'un ou qu'une représentant ou représentante par série. Ainsi,
3 des invités du jour ne sont donc pas showrunners seuls, mais co-showrunners sur la série qui les concerne, et leur binôme sera donc absent. Un grand merci à The Originals Productions, top pour les intimes, pardon pour mon accent anglais, les producteurs du Bureau des légendes puis dernièrement de La Maison sur Apple TV+, d'avoir contribué à l'organisation de cet épisode et d'en avoir généreusement accueilli l'enregistrement en octobre 2024. Enfin, avant de laisser les showrunners se présenter et échanger, il me reste à vous rappeler que l'offre de formation continue S comme scénario de la Cité européenne des scénaristes se poursuit, avec par exemple en janvier le retour du module « Écrire une série Young Adult », en précisant que ces formations sont dispensées par des experts de leur sujet et peuvent être prises en charge par l'AFDAS. Lien en description pour en savoir plus. Sur ce, bonne écoute. Clémence Madeleine Perdria, je travaille depuis une quinzaine d'années. J'ai dirigé l'écriture de la saison 2 de En Thérapie et ensuite j'ai créé une série pour Disney qui s'appelle Irrésistible. Et en ce moment, je suis en train de créer une série pour Arte. Judith Havas, je travaille comme scénariste depuis 15 ans aussi. J'ai récemment co-créé Les Enfants sont rois, qui sortira le 23 octobre sur Disney. José Caltagirone, scénariste aussi depuis 15 ans, et j'ai co-créé, co-écrit et co-showrunné avec Valentine Milleville La Maison, qui est diffusée sur Apple TV+. Je m'appelle Julien Scuter, je suis scénariste depuis bientôt 10 ans. En ce moment, je suis co-directeur de collection et co-producteur artistique de la série HPI avec sa créatrice Alice Figueret-Brenu. Antoine Chevrolier, je viens de la réalisation. J'ai écrit et créé une série qui s'appelle Oussekine et j'ai écrit également des scénarios mais pour le cinéma. Comment s'est présentée votre accession au showrunning et comment est-ce que vous l'avez vécu ? L'accession au trône, tu veux dire ? Pour ma part et pour Valentine, assez instinctivement, je crois qu'au début, en tout cas en France, il faut une volonté de producteur ou de productrice pour donner le showrunning à un scénariste ou une scénariste. C'était le cas d'Alex Berger, qui, forte de son expérience sur le Bureau des légendes avec Éric Rochant, était et est convaincu par ce système et qui nous l'a proposé. On a commencé à travailler sur le projet il y a 5 ans et pour lui, c'était très clair que c'était ça qu'il voulait répliquer comme modèle. Pour lui, c'était une des clés du succès d'une série, de mettre un ou une showrunneuse sur le projet. Cette conviction forte, en fait, elle était plus forte chez lui que chez nous au début, puisqu'on l'avait jamais fait. Et c'est venu un peu sur le tas. Et aujourd'hui, on n'aurait pas imaginé autrement au final. Moi, j'ai eu la sensation que, avant d'avoir de la direction d'écriture, puisque je dirais pas, en tout cas me concernant, que j'ai déjà fait vraiment du showrunning, je le dirais pas en ces termes-là. J'ai fait mes classes et donc j'ai travaillé dans des rooms avec Julien d'ailleurs qui est autour de cette table et donc j'ai travaillé sur 5 ou 6 séries sur lesquelles j'étais scénariste en fait et où j'apprenais à écrire des épisodes et où surtout j'apprenais à suivre l'instinct, je dirais même la vision de créateurs de séries. Donc ça a pu être Marie Roussin, Clémence Dargent et Martin Douer, enfin voilà, sur différentes séries. Et j'ai eu la sensation que au moment où on m'a contacté pour faire de la direction d'écriture, donc c'était En Thérapie à ce moment-là, c'est comme si j'avais déjà suffisamment prouvé que j'étais capable de sortir des épisodes sur des séries qui étaient vraiment sorties et que d'une certaine manière c'était la continuité d'un chemin de scénariste. Moi aussi j'ai eu cette expérience-là avec Fanny Herrero sur 10% et sur Drôle. Et puis avec Eliane Montane sur Papa ou Maman, et c'est vrai que ça aide beaucoup on progresse énormément en écriture, et puis ça nous forge aussi comme directeur d'écriture quand on doit nous-mêmes aller donner la parole en room ou essayer de suivre son instinct. Ça aide d'avoir été à la place de celui qui essaie de suivre une voie. Ça fait quelques années qu'on me propose de diriger des séries ou de créer des séries. Donc j'ai eu beaucoup d'expériences de projets qui se sont arrêtés. Et Les Enfants sont rois, c'est la productrice qui est venue me chercher avec mon co-créateur Victor Rodenbach pour qu'on adapte le roman de Delphine de Vigan. Ok. Mais on nous a laissé vraiment les mains libres pour faire une adaptation assez libre et pouvoir nous y mettre des problématiques personnelles à l'intérieur de cette histoire. Et ça s'est fait hyper naturellement. Déjà, de trouver un bon duo à la création, c'est capital. Et puis après, on a pris un autre auteur pour coécrire avec nous. Et ça a été, on le connaissait un peu déjà, c'est Benjamin Adam. Et on a réussi à bien l'aiguiller. Bon, on peut dire qu'il est très fort aussi. Enfin, dire, c'est aussi voilà, assez expérimenté. Ça s'est fait vraiment très facilement. Okay. Après, sur d'autres séries comme Drôle, on était 5 autour de la table et il y avait des scénaristes juniors qu'on formait aussi. On pouvait leur demander d'écrire des scènes sur nos épisodes. Peut-être à l'américaine, c'est-à-dire il y avait des plus juniors, des seniors, comme nous, avec la carte vermeille. Et
et puis la showrunneuse Fanny. Toi, Clémence, du coup, t'as pas dit comment toi ça s'est présenté Irrésistible, parce que tu as dit que tu bossais d'abord en room, ensuite t'as dirigé une série. Sur En Thérapie, c'était très simple. J'ai su que les directeurs d'écriture de la saison 1, qui étaient David Elkaïm et Vincent Poamiro, n'allaient pas diriger la saison 2, et donc ils étaient en train de chercher activement quelqu'un pour reprendre le flambeau. Moi, ça m'intéressait beaucoup, parce que déjà, quand j'avais su qu'il y avait la saison 1 qui allait exister, j'étais super excitée parce que j'adorais la version de Agaï Lévy. Enfin, j'étais vraiment très 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 fan de la version Betty Pool et ensuite de In Treatment. Donc en fait, je crois que j'avais vraiment très envie de faire cette série-là. Je suis pas sûre que j'y serais allée sur n'importe quel bateau, mais en tout cas ça, à l'époque, peut-être qu'il y avait aussi un peu d'inconscience, parce que le volume de travail après s'est avéré délirant, mais j'avais un désir très fort, donc je suis arrivée vraiment en les rencontrant, les producteurs, en leur disant je veux le faire, quoi. Et par ailleurs, j'étais contente aussi de faire ma première direction d'écriture sur une saison 2, parce qu'il y avait les acteurs qui étaient là, parce qu'il y avait déjà quelque chose qui était installé, et donc c'était moins de risques, je pense, que de la créer complètement. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'en thérapie a bien fonctionné et que j'ai senti que c'était le bon moment pour moi d'arriver avec quelque chose que j'avais vraiment créé de toutes pièces, qui était vraiment une série originale, en l'occurrence une comédie romantique pour Disney. Et je pense que j'y serais probablement pas arrivée si avant ça, il n'y avait pas eu l'expérience d'une série qui avait bien marché. Julien, du coup, toi, t'es arrivé aussi en cours de route, il me semble, sur HP, comme ça que ça s'est fait? Oui, absolument. Moi, en fait, je suis devenu directeur de collection et prod artistique d'une série que j'ai pas créée. J'étais pas là au départ de HPI. Je suis arrivé sur l'épisode 3 en tant que scénariste, en fait. Il n'y a pas vraiment de room sur HPI, mais je venais écrire un épisode à l'origine, coécrire avec Alice, la créatrice, et en fait on s'est très bien entendu artistiquement, humainement aussi, et du coup assez vite elle m'a proposé d'abord de revenir écrire d'autres épisodes, puis de prendre un peu plus de responsabilité sur l'écriture en faisant les arches avec elle, en reprenant des textes avec elle, et petit à petit en fait Alice avait déjà le statut de directrice artistique, et du coup elle m'a proposé de commencer à prendre des responsabilités sur l'artistique avec elle, jusqu'à ce qu'en saison 3 je devienne officiellement son binôme sur l'ensemble. Donc ça s'est fait assez naturellement, et sur une série qui avait déjà des bases en fait qui avaient été posées, ce qui je pense est plus confortable pour une première expérience, et en plus avec quelqu'un qui avait déjà cette expérience et qui du coup m'a un peu formé au départ pour que je fasse ce travail avec elle. Ouais, il faut le luxe d'une série longue en plusieurs saisons pour pouvoir le faire, enfin une série renouvelée pour pouvoir avoir le droit sur une même série à évoluer. Enfin, il y a pas beaucoup d'auteurs qui ont cette chance-là, je crois. Oui, c'est vrai, et je pense que c'est aussi pour ça que c'est important qu'on ait encore en France des séries qui durent plusieurs saisons, parce qu'en termes de formation, ça permet vraiment à des gens de gagner en expérience et de progresser, et c'est vrai que ça c'est possible que sur une série qui a plusieurs saisons. En fait, moi, c'est comme ça que j'ai démarré sur Fais pas ci, fais pas ça. Il m'avait confié une intrigue C sur la fin de la saison 5. Ouais. En saison 6, j'ai eu le droit à deux demi-épisodes. Et puis après, j'en ai écrit 3 à 4 sur la saison d'après. Enfin, j'ai fait 4 saisons de cette série et j'ai vraiment tout appris. Ouais, ce qui est plus difficile avec les séries contemporaines actuellement, qui sont de plus en plus courtes et souvent une saison. Mais c'est pour ça que les soaps sont très utiles, surtout maintenant qu'il y en a plein. C'est que c'est finalement un des rares endroits où on peut apprendre sur le long terme, se former après la formation, apprendre les bases, apprendre le fait d'écrire en groupe, de confronter ses idées à quelqu'un qui décide, d'apprendre aussi à écrire dans une efficacité scénaristique, pas partir dans des délires, on sait très bien que ce sera pas produit comme ça. T'as pu faire du soap toi avant par exemple? Moi j'en ai fait beaucoup, ouais. J'ai commencé sur Plus belle la vie à 15 ans, après j'ai fait je ne sais combien de saisons de Cut qui était un soap qui se passait à La Réunion sur France O, qui est devenu ensuite OPJ Pacifique Sud en Nouvelle-Calédonie. Enfin, c'est des productions qui sont très très contraintes budgétairement, et nous on n'a pas envie de se restreindre en termes d'histoire évidemment. Donc comment est-ce qu'on fait rentrer tout ça? Comment est-ce qu'on collabore avec des auteurs, avec une directrice de collection en l'occurrence, et avec un producteur ensuite, des équipes de tournage. Enfin, c'est ultra formateur. Ok, et enfin Antoine, toi comment t'as accédé au showrunning? Comment c'est présenté pour toi et comment tu l'as vécu? Assez naturellement, c'est-à-dire que je réalisais avec d'autres réalisateurs Le Bureau des légendes, et puis donc j'étais à la bonne école puisque Éric Rochant, enfin la bonne école en tout cas, à une école. J'ai eu cette idée en fait de série qui est Où c'est Kin, et donc je me suis même pas tourné, en fait Disney est venu me chercher en me demandant en fait, puisqu'ils avaient vu ce que j'avais fait sur Baron Noir et sur Bureau des légendes, si j'avais des idées de série. Je suis venu avec celle-ci et ça a été validé somme toute assez rapidement. Tu n'étais pas crédité comme scénariste aussi sur les autres séries ici? Tu l'étais aussi? Ah non, je suis que réalisateur moi, sur le Bureau des légendes. Ils sont venus chercher en tant que réalisateur pour que tu leur pitches une série comme scénariste? Ouais. Je savais pas qu'il y avait ces pratiques là aussi, c'est cool. Ouais, c'est très particulier, c'est très accidentel. Ok. Enfin, c'est très intéressant vos parcours, parce que effectivement, moi, j'ai le sentiment d'être un peu une anomalie dans tout ça, puisque je viens vraiment pas j'ai pas de sens de la structure. Travailler en room et tout, ouais. Je l'ai fait, du coup, évidemment, sur Où c'est Kin, mais je l'ai fait de manière, je crois, anarchique, tout en ayant en tête ce que j'avais pu constater sur le Bureau des légendes, c'est-à-dire ce qu'avait posé Eric me paraissait effectivement la bonne méthode, quoi.
à l'endroit de l'écriture évidemment, mais aussi à l'endroit de comment on dépliait, alors artistiquement, mais encore plus largement, comment on vendait la série. Enfin, il avait une vision effectivement très précise et très très large. On parlait d'étalonnage sur les textes. Ah ouais, parce que c'est censé être la dernière étape de post-production quasiment. Tout à fait. Ouais, ok. Voilà, donc j'ai calqué la méthode du Bureau des légendes sur Ousekine. En t'entourant bien du coup de scénaristes ou de co-scénaristes. Ouais, voilà. On avait une room de 4+1, Julien Lilti qui avait écrit Hippocrate, Faiz Again qui est une romancière, une des plus grandes romancières françaises, mais je vous conseille de lire La Discrétion, c'est un livre magnifique. Cédric Ido, qui est un réalisateur également, scénariste réalisateur, et donc moi qui écrivais aussi évidemment. Et on avait Lina Swalem, qui est aussi une réalisatrice, qui elle s'occupait un tout petit peu plus de la partie doc, enfin plutôt recherche quoi. Okay. Mais ça avait été particulier le fait, je sais pas vous comment vous bossez, mais ça a été particulier quand il a fallu constituer. Je voulais justement, sans faire d'analogie sportive, mais je l'avais un peu constitué comme une équipe quoi, dans le sens où il y a des défenseurs, il y a des attaquants, qui est bon, qui a quels skills. Et quand j'ai proposé Faiza, qui est une romancière, donc avec aucun background scénariste, ça avait été compliqué. En même temps, toi, t'avais une casquette beaucoup plus réalisation donc audiovisuel, donc tu te disais, bah de toute façon, moi, je peux compenser sur ces parts. Je me rends pas compte, mais c'était peut-être la réflexion que t'avais. En fait, oui, c'était très naïf, mais ça a priori fonctionné. C'est-à-dire que je savais que Julien Lilti était très fort en structure. Je savais que sur la caractérisation des personnages et sur l'ampleur et aussi évidemment sur ce que racontait intrinsèquement la série Faiz Again pouvait beaucoup m'aider. Et à l'endroit de la cinématographie, Cédric Ido allait amener également sa patte. Et puis Lina, en plus d'être très concernée par cette histoire, est documentariste. Donc en fait, j'avais constitué comme ça une espèce de room un peu curieuse. En tout cas, sur le papier, les producteurs ils étaient genre, bon, est-ce que ça va marcher ? Ok, il y a un côté très empirique en fait, c'était pas un truc qui était institué dans la boîte. Tout à fait. Ok, d'accord. Quelle a été l'étendue de vos casquettes, ou quelle est actuellement pour ceux qui sont encore dessus, l'étendue de vos casquettes en showrunning ? Quelle est votre conception du coup du showrunning en France aujourd'hui ? Je sais pas s'il y a un showrunning à la française, il est forcément différent selon moi du showrunning anglo-saxon ou américain tel qu'on l'imagine, parce que la culture est pas du tout la même ici. Je pense qu'il y a une notion de pyramide hiérarchique très forte qui existe aux États-Unis qu'on peut pas exactement appliquer de la même manière en France, parce qu'on est un pays de réalisateurs et enfin d'ailleurs plus de réalisateurs que de réalisatrices pour être honnête, et j'ai l'impression que le showrunning en France il revêt une dimension forcément plus humaine qui va être de trouver une forme de collaboration avec les réalisateurs, si en tout cas on estime vouloir showrunner de manière complète, ce qu'on a voulu faire avec Valentine et ce que Top et Alex Berger nous ont laissé faire aussi, c'est-à-dire à la fois d'être sur des questions d'écriture, de prépa, de tournage, de post-prod, et d'avoir une vision vraiment à 360 de la série et nous permettre d'atteindre une forme de cohérence sur tous ces segments-là. Je sais pas si on y est arrivé, mais en tout cas, c'était l'objectif. T'as pas de casquette de producteur à côté en plus aussi, peut-être ? Producteur artistique. Producteur artistique, ok. Ah, moi, j'ai jamais été showrunneuse, donc j'ai eu la casquette là de scénariste et de directrice d'écriture, co-créatrice. Okay. Voilà, mais bon, on était que 3 dans la room, donc c'était pas non plus. Mais après, c'est un peu mon but. Et quelle différence tu fais du coup entre la co-création, la direction d'écriture, enfin quels sont l'ensemble des casquettes qu'il faut empiler pour toi pour revendiquer un titre de showrunning Faut avoir une expérience multiple. Moi, par exemple, j'ai commencé à travailler dans la production. J'ai une expérience de 6 ans avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacry dans la production. Je me suis occupée j'ai été directrice de post-prod pendant 6 ans, donc toutes ces étapes de montage, mixage, étalonnage, musique, tout ça, toutes ces réécritures en fait. Je pense que cette expérience, elle compte et j'ai réalisé 2 courts-métrages, j'ai fait assistante réelle sur les plateaux et tout ça. Et donc, en fait, plus 15 ans d'écriture, je pense qu'en fait, il y a un moment où toutes ces expériences sont hyper importantes et ce serait, je pense, super que les jeunes scénaristes puissent aller sur les plateaux, puissent participer, en fait, en vrai, à tout ça. C'est ça la clé. Et ça m'aide vachement dans l'écriture aussi, quand j'écris une scène. Mais qu'est-ce qui t'aurait manqué sur ta série en particulier, du coup, pour que tu puisses prétendre au titre, parce que j'ai l'impression que tu te refuses le titre de showrunneuse. Non, et moi, je sais pas trop quand alors, on parle de est-ce qu'il y a un statut ou pas, etc. Donc, est-ce qu'on peut aller dans le dur là-dessus Oui, bien sûr. Alors, donc, sans vraiment citer de nom, ce qui est difficile en France, c'est comme disait José, c'est que la place des réalisateurs, c'est un peu délicat sur les séries. Enfin, en fait, là, par exemple, je sors d'une série que j'ai coécrite et qui est showrunnée par 2 réals, Marie Mange et Vladimir de Fontenay. Ça s'est super bien passé. C'est leur série, c'est leur univers, et moi, je me mets au service de leur univers. Eux, ils ont pas écrit beaucoup de séries, mais ils m'ont laissé la place pour que mon expérience leur serve, et c'était hyper heureux et c'était génial. Okay. Pour le cas des Enfants sont rois, c'est vrai que c'était plus délicat parce qu'en fait, on n'a pas eu ce statut-là aussi parce que et Disney et la prod voulaient faire venir des réalisateurs de cinéma. Parce que en fait, nous aussi, c'était très clair depuis le début que on avait cette ambition aussi trouver la meilleure équipe possible, et ça, je trouve ça. Mais ils ne viennent pas à n'importe quel prix. Nous, on nous avait dit, vous faites ce que vous voulez, c'est votre série. La vision de la série, c'est vous qui l'avez.
Et à eux, en fait, on leur a visiblement pas dit ça. Et donc eux, ils se sont sentis un peu, on vient nous chercher parce qu'on est des réalisateurs de cinéma et donc on n'est pas des réalisateurs techniciens. Et effectivement, on venait chercher une patte de réalisateur. C'était, mais c'est pas évident, c'est pas facile, ni pour nous ni pour eux. Et alors, au final, on est tous contents de la série, mais ça a été assez difficile de composer avec tout ça sans qu'il y ait vraiment de lead. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de capitaine à bord et ça a été chaotique. On revient à ce que disait José sur le fait que le côté pyramidal existerait peut-être moins en France aussi, c'est-à-dire qu'il y a un côté. Il faut l'imposer parce que c'est vraiment compliqué sans capitaine à bord, en fait. Il faut quelqu'un pour prendre des décisions. D'ailleurs, au tout début de la série, du développement, je suis arrivé moi sur le projet et ensuite, comme Valentine, je travaille avec elle depuis très longtemps, elle était sur un autre truc, je lui ai dit à un moment donné, viens, on le fait ensemble. Et c'était, je me rappelle, pour Alex, quelque chose de compliqué à envisager, un co-showrunning. Je dis, mais comment vous allez faire si vous n'êtes pas d'accord, qui va prendre la décision? Parce que le capitaine ou la capitaine à bord, il faut à un moment donné que quelqu'un puisse avoir la réponse à toutes les questions que n'importe qui pourra se poser sur toute la fabrication du projet. La dissonance des réponses, des voix, en fait, c'est ce qui fait perdre le plus de temps. Donc, il faut à un moment donné vraiment que une production, un producteur accorde le dernier mot à quelqu'un. Et que cette hiérarchie, même si elle est posée, même si elle provoque des doutes, des frictions, des tensions, qu'elle soit tenue jusqu'à la fin. C'est ce qui était, je pense, un peu compliqué pour nous. Déjà parce qu'on n'a pas aussi, même en termes de caractère, tu vois, n'est pas Éric Rochon qui veut, et c'est peut-être pas souhaitable d'ailleurs d'être tous pareils. Mais donc il a fallu trouver une manière de s'imposer autrement et de dire en fait si je crois que c'est ça la direction. La sensation que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle des séries qui sont les plus connues françaises, souvent c'est des séries qui ont été showrunnées par des réals. Donc ça va être Le Bureau des légendes, ça va être Hippocrate, ça va être, il y a plein d'exemples comme ça. Je pense qu'on peut en citer quelques autres qui seraient peut-être la position particulière et assez novatrice qu'a eu Frédéric Krivine, par exemple, qui s'est tout de suite positionné comme un créateur de séries à la fois producteur et donc fort de ses décisions. Mais ça rassure tout le monde de se dire, effectivement, on monte dans un bateau dans lequel le capitaine a à la fois regardé les textes, travaillé la direction d'écriture, travaillé le scénario, travaillé la mise en scène. Et je pense par ailleurs qu'il y a beaucoup de scénaristes qui ne sont absolument pas capés pour savoir qu'est-ce qui se passe sur un tournage, comment on choisit, comment on parle avec des acteurs, comment on s'adresse à un chef d'écho. Enfin, je veux dire, nous ne sommes pas formés pour ça, donc tout le monde ne peut pas le faire. Et d'ailleurs, tout le monde n'a pas envie de le faire. Moi, il m'est arrivé de travailler sur des séries sur lesquelles les directeurs d'écriture, les créateurs n'avaient pas du tout envie de s'impliquer et donc d'être showrunner. Je pense par exemple à Cook Dong Tran, avec qui j'ai beaucoup travaillé. On a fait Les Gouttes de Dieu ensemble, qu'il a créé. Cook Dong Tran faisait parfaitement confiance à Oded Ruskin, qui était le réalisateur, pour faire les choix artistiques, et il est allé un peu sur le plateau, mais pas plus que ça. Et c'est quelque chose avec lequel il est hyper serein. En réalité, je pense que c'est ce qui se passe le plus souvent. Soit parce que les scénaristes n'ont pas envie de le faire, soit parce qu'ils essayent un peu de le faire, mais ils s'affirment pas assez, parce qu'on nous a pas appris à nous affirmer. Donc c'est très compliqué de le faire. C'est très compliqué de dire très concrètement au moment du contrat, je veux faire ce travail et je veux être payé pour le faire. Parce qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas un contrat qui stipule qu'on va être payé pour faire ce travail concrètement, qui est celui de suivre des rushs, de venir sur un tournage, de venir en post-prod, parce que parfois on a des prods qui nous disent « Ah bah oui, tu peux passer sur le plateau ». Mais c'est pas du tout la même chose de passer sur le plateau et d'être payé pour un travail reconnu. Et à ce moment-là, effectivement, de se poser la question. Sur Irrésistible, j'étais créatrice de la série et directrice artistique de la série. Mais par exemple, les deux réalisateurs qui étaient Anthony Cordier sur le premier bloc et Lord Butler n'ont pas du tout accepté ma présence de la même manière. Anthony, qui vient vraiment du cinéma d'auteur, il souhaitait que je sois à une place un peu plus lointaine du tournage parce qu'il avait besoin de créer ce qu'il crée dans ses films, et c'est quelque chose que je respecte complètement. Et donc par exemple, je ne suis pas allée sur le tournage tous les jours, alors que Lord Butler, qui vient plus de la série, qui a fait des séries pour TF1, etc., ma présence quotidienne ne lui posait aucun problème. Donc en fait, c'est une conversation permanente. Et le problème, c'est que chaque cas est unique et prototypal, et que comme c'est quelque chose qui est là depuis très peu de temps, en fait, on est encore en train de chercher les contours. C'est encore le cas aujourd'hui, on se rend compte. Exactement. Ouais. Mais la dimension managériale, t'as raison, en fait, c'est ça en fait qui pêche, c'est parce que les scénaristes ne sont pas du tout formés pour parler à des gens, en fait. Manager, pour... Ouais, oui. Quelque chose qui va au-delà du texte, pour arbitrer, j'en sais rien, tu vois, des querelles, des jalousies, pour faire en sorte que ça avance. Oui, et je dirais aussi parce que parfois c'est plus confortable. Enfin, moi je sais que j'ai co-créé une série avec Valérie Donzelli.
il ne m'est même pas venu à l'idée d'aller sur le plateau, par exemple, parce que je savais que Valérie avait une vision totale de la série, qui est la réalisatrice, qui est l'actrice, qui est la scénariste, enfin voilà, qui avait multicasquettes dessus. Et moi, j'étais totalement en confiance. Et c'était très confortable pour moi d'écrire des textes en sachant qu'ils allaient être transformés par Valérie, dont en plus je connais bien le travail, donc je savais à peu près ce à quoi ça allait ressembler. Et donc, il n'y avait pas de frustration. Je pense que le problème, c'est le moment où la frustration s'installe. Et ça, c'est un sentiment que beaucoup de scénaristes connaissent. On va revenir dessus. J'enchaîne avec Julien. Toi, ça a quoi été tes différentes casquettes? Alors moi, sur HPI, du coup, on a à la fois la direction de collection, donc on assure l'écriture de la série, on écrit des épisodes, on encadre les scénaristes qui travaillent sur la série aussi, et la production artistique, on va dire qu'on suit toute la fabrication de la série en collaboration avec nos producteurs et vraiment main dans la main avec les réalisateurs et les réalisatrices qui travaillent sur la série. En général, on a 3 ou 4 réalisateurs qui travaillent sur une saison. Okay. Et du coup, on suit, on va dire, de la prépa, des castings jusqu'à la fin de la post-production. Et attends, juste quand tu parles de pro artistique, comme toi, t'en parlais tout à l'heure, José, vous n'êtes pas producteur dans le sens, vous n'avez pas une boîte de coproduction? Non, en fait, c'est un statut. Au départ, nous, on avait un statut de direction artistique qu'on a changé en production artistique parce qu'on avait la sensation que ça reflétait mieux le travail qu'on fait au quotidien, qui est un travail qui, je pense, soulage beaucoup, justement, la production d'une partie du travail qu'elle aurait sur la série, mais qu'en saison 3 ou en saison 4, elle lâche un peu parce qu'effectivement, on a appris à le faire et qu'on est capable de suivre ça au quotidien. Okay. Mais par contre, on n'est pas coproducteur. Après, moi, justement, je trouve que c'est ça qui est compliqué quand on dit showrunner en France, c'est qu'en fait, ça veut rien dire, c'est pas un vrai statut qui existe, ça représente rien. Et en fait, quand des gens disent qu'ils sont showrunner ou quand un producteur propose un poste de showrunner, ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi, parce que des fois, on rencontre des gens qui sont showrunners, mais en fait, ils font que la direction de collection et ils ont pas du tout leur mot à dire sur l'artistique. Des fois, c'est des gens qui vont avoir donc une part de direction artistique, mais est-ce que c'est une consultation? Est-ce que c'est quelque chose effectivement de pyramidal où il y a une hiérarchie, où on a le dernier mot, le final cut? Et il y a aussi des gens qui vont dire qu'ils sont showrunners et qui en fait sont aussi coproducteurs des séries qu'ils font et qui donc ont une main sur le budget comme les showrunners américains. Je pense que la difficulté, elle vient aussi en France du fait que personne ne sait vraiment ce que ça veut dire et que du coup, quand on est présenté comme showrunner, personne ne sait exactement ce qu'on fait et ça peut effectivement créer avec les réalisateurs ou la production parfois des frictions parce que chacun a pas compris exactement la même chose sur ce qui était son périmètre et ses responsabilités. Je sais pas, je vais peut-être faire un anathème, mais je pense qu'il y a un vrai problème en France à l'endroit de la production. C'est-à-dire qu'on engage effectivement des scénaristes pour créer, et puis dans un second temps, on leur dit ou on leur fait croire que ce bébé est à toi, mais voilà, il y a quelqu'un qui va les mettre en scène. Sauf qu'en France, il s'est passé quelque chose, c'est la nouvelle vague avec les auteurs, réalisateurs. Et donc on va chercher, parce que c'est un petit peu plus premium, des auteurs de cinéma qui eux sont donc des auteurs-réalisateurs et donc qui ont, à raison, envie de mettre un peu leur nez dans les textes, dans l'univers, parce qu'on vient les chercher pour ça, parce qu'ils ont une patte. Donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pour moi en France, et c'est encore une fois pyramidal, c'est à l'endroit de la production, c'est-à-dire que c'est aux productrices ou aux producteurs de dire, soit aux scénaristes en fait ça ne t'appartient plus et il faut que tu acceptes, soit aux réalisateurs ou aux réalisatrices, ce sont les textes, c'est sacré, on n'y touche pas. On peut avoir des discussions à droite, à gauche, mais je ne veux pas entendre quoi que ce soit autour des textes, quoi. Okay. Donc en fait, le showrunning en France, ça n'existe pas. Tel qu'on le fantasme, tel qu'on le projette aux États-Unis, ça n'existe pas. Parce que, intrinsèquement, la machine n'est pas faite pour appliquer la méthode de showrunning américaine. Je crois, en tout cas, empiriquement, c'est ce que j'ai constaté. C'est-à-dire que même si on l'a formalisé, même si on mettait des règles, des machins, ça ne s'appliquerait pas du simple fait de la culture française. C'est trop flou. Tous les contours sont flous. Et puis, il y a beaucoup de lâcheté, d'hypocrisie. Enfin, je pense que vous avez tous eu affaire à des gens qui disent oui, et puis en fait, bon, la moindre possibilité d'imposer une vision. Mais justement, la lâcheté, enfin, tout le monde sait en vrai ce que c'est que le showrunning. La difficulté, c'est pas de le définir, c'est de l'accorder. Tout le monde sait ce que ça représente pour un réalisateur qui arrive sur un projet avec des showrunners, pour une production. En fait, c'est de savoir jusqu'où on va dire qu'on le donne ou pas. Si vraiment tu voulais être honnête, ouais, tu dirais, voilà, je te donne cette série à showrunner, ça veut dire que tu vas avoir le pouvoir, tu vas avoir les parts de copro, tu vas trancher d'autorité. C'est ça. En fait, les listes, elles sont très claires. Après, c'est de savoir qu'est-ce que je te donne, en fait, pour te rapprocher le plus possible du showrunning américain. C'est juste que c'est difficile de lâcher. Par exemple, Camille de Castelnau, elle a eu ce poste, en fait, de showrunner. C'est Éric Rochant qui lui a confié, qui l'a même poussé à le faire. Je précise que Judith Havas fait ici référence à la série Tout va bien, avec Virginie Efira et diffusée sur Disney+. Une série donc showrunnée par Camille de Castelnau et produite et co-réalisée par Éric Rochant. Éric Rochant pour lequel Camille de Castelnau était initialement co-scénariste à l'époque du Bureau des légendes.
Elle était coproductrice, elle était tous les jours sur le plateau. Il y a eu plusieurs réalisateurs, des grands réalisateurs qui se sont succédés, chacun avec leurs pattes. Et elle était garante de l'unité de la série. Alors c'était une histoire personnelle et tout ça. Je pense que ça aide aussi à pouvoir... Oui, mais c'est ce que tu dis aussi sur le fait qu'elle avait la confiance de son producteur qui était Éric Rochant, qu'elle connaissait très bien. Et je pense qu'aussi les diffuseurs ont une part très importante dans ce dispositif. Parce que parfois, il y a même un hiatus entre ce que veulent les prods et ce que veulent les diffuseurs. Où d'un coup, eux, ils se parlent et nous, on n'est pas forcément là. La demande n'est pas du tout la même entre un diffuseur qui veut avoir un nom de réal, qui va apporter, c'est vrai, avec lui ou avec elle, un univers, des comédiens. Parce que aussi, est-ce que les comédiens viendraient avec des showrunners et avec des scénaristes qui ont jamais dirigé des comédiens? C'est pas sûr. Donc il y a tout ça qui arrive avec. Et si c'est pas très solide, ce que tu dis, José, sur la même voix, Antoine aussi, sur le diffuseur et le prod qui se mettent d'accord et le scénariste avec, et que c'est une discussion autour de la table à plat, en fait, c'est là où il va y avoir énormément d'incompréhension et au final beaucoup de douleur. Parce que je pense que tout ça est assez douloureux pour beaucoup de scénaristes en France aujourd'hui. Je pense que le showrunner, il doit pas faire le boulot des autres. Enfin, il ne doit pas faire le boulot du producteur, ni le boulot du réalisateur, ni on ne sait pas le faire. Enfin, je veux dire, la série, c'est collectif, c'est ça qui est beau aussi. Mais il faut trouver le moyen d'arriver à rendre ça harmonieux et que chacun puisse se mettre au service de la série. Je suis complètement d'accord parce que moi j'ai l'impression qu'effectivement par moment en France en ce moment on a tendance à, comme on a cette culture de l'auteur-réalisateur et qu'on commence quand même à se dire qu'en fait les séries des fois c'est géré par des scénaristes, on a tendance à faire du showrunner un auteur-réalisateur qui ferait tout, qui déciderait de tout. Et moi j'ai l'impression qu'effectivement ça a tendance parfois à gommer la dimension collective des séries. Et moi je pense vraiment qu'on peut showrunner en ayant effectivement le dernier mot sur tout, mais on peut aussi avoir un poste qui serait l'équivalent français du showrunning en travaillant de manière collégiale et collective avec des gens qui adhèrent à une vision mais qui sont pas forcément avec qui on n'a pas forcément des relations hiérarchiques strictes. Et surtout je pense que c'est souvent, en tout cas dans ce genre de conditions, qu'on démarre le showrunning entre guillemets en France. Et que, enfin moi en tout cas mon expérience à moi, c'est que les choses sont pas forcément très définies au départ et qu'il y a beaucoup de terrain qu'on va gagner parce qu'on commence à faire les choses, parce qu'on commence à s'occuper un peu à regarder les montages, et puis on commence à faire des notes de montage, et puis du coup petit à petit on acte des choses, mais c'est pas forcément quelque chose qui au départ est contractuellement acté, et il faut aussi savoir un peu gagner sa place en fait sur ces choses-là. Ok, ouais, c'est aussi parce que j'imagine que sur des séries plus courtes, quand on bosse sur une série 6 épisodes avec des épisodes de 40 plutôt que plein d'épisodes, etc., avoir toutes les casquettes opérationnelles, c'était le plus simple. Je sais pas toi comment c'est passé sur Osekin vu que c'était une mini-série. Est-ce que tu t'es plus projeté en tant que réalisateur de faire toute la série du fait que c'était une série courte aussi? Bien sûr, si ça avait été un 10x52, j'aurais pas pu le faire tout seul. Là, c'était le fait que ce soit 4x52, ça me paraissait envisageable. Et puis surtout, on avait fait en sorte d'écrire absolument tous les textes. Les 4 textes étaient finis à 2 semaines du début du tournage. Ce qui était pour moi important dans le sens où je savais que c'était au chaud, que tout avait été préparé, donc je pouvais me lancer dans le tournage en n'ayant plus en tête la phase d'écriture. Et ça, c'était une des conditions aussi. Ça t'appelle ça un privilège, le fait d'avoir fini tous les scénarios 2 semaines avant, parce que les gens qui nous écoutent connaissent pas forcément le secteur. Je sais pas si le terme c'est privilège, mais en tout cas c'est un confort, ouais. Oui, souvent ça part en prépa, alors qu'on n'a pas les derniers épisodes, il y a des dires de prod qui se Ou en tournage. Ou en tournage, ouais. T'en as parlé un peu toi Antoine, mais comment s'est constituée votre équipe avec laquelle vous avez travaillé de scénaristes? Moi, sur En Thérapie, il y a eu 2 choses qui ont été, qui semblent un peu parfois très pragmatiques, mais après tout ça est très pragmatique. La première, c'est que quand j'ai été choisie comme directrice d'écriture, ma room commençait 3 semaines plus tard. Les calendriers étaient dingues, et donc ne serait-ce que pour trouver des auteurs qui étaient libres 3 semaines plus tard, c'était quasi impossible. Donc en fait, j'ai appelé beaucoup de gens qui n'étaient simplement pas disponibles. Et après, moi, mon critère, c'était d'avoir des gens qui aimaient la série originale, c'était important, et des gens qui avaient une certaine connaissance de la psychanalyse. Ça me semblait la base, parce que je me disais, on va pas faire dialoguer 35 épisodes par des personnes qui n'ont aucune appétence ou aucune connaissance de la psychologie et de la psychanalyse, donc il me fallait des gens qui avaient au moins, soit fait un travail eux-mêmes, soit qui s'y intéressaient, ou qui connaissaient très bien la série. Est-ce que tu voulais une casquette par personne, comme Antoine a dit avoir fait sur Osekin, ou est-ce que tu voulais personnes qui a à la fois les 2 casquettes, qui a à la fois une connaissance pour la psychanalyse, à la fois pour le scénario? Dans l'idéal, je voulais les 2. Enfin, c'était très important. Après, il se trouve aussi que sur la série, on a fait confiance à des gens dont c'était la première expérience. Parce qu'on a besoin d'avoir des juniors, et que moi, ça me semble vraiment important, et faire partie de notre métier aussi de direction d'écriture, de permettre à des gens de faire leurs armes. C'est moi qui me suis occupée de ce recrutement. Le mot est pas très heureux, mais voilà. Et 3 semaines plus tard, on était 6 autour de la table, et on savait qu'on devait tourner
en juin et on était au mois de novembre. On avait 9 mois, comme une belle grossesse, pour sortir 35 textes. Et il y avait quoi au début à ce moment-là? Il y avait des arches, quand t'as commencé la room. Il y avait absolument tout à faire. On avait quand même quelque chose d'énorme, c'était la série existante, Oui, puisque il s'agit d'une adaptation. Mais avec les libertés qu'on connaît, enfin pour ceux qui connaissent la différence entre Betty Poo, In Treatment et En Thérapie, qui sont quand même assez conséquentes, notamment du fait qu'on modernise beaucoup. Donc nous, on avait choisi de suivre la piste qui avait été amorcée dans la saison 1, d'être vraiment collé à l'actualité. Donc nous, on allait faire une série qui serait post-Covid. Au moment où on a fait la room, on était en confinement. C'était les confinements de l'automne, qui a suivi 2020. Donc j'ai recruté comme ça et c'est vrai que sur le coup, ça m'a fait un peu peur parce qu'en fait, il y avait aucun scénariste avec qui j'avais déjà travaillé dans cet atelier d'écriture. Non, parce que tous les gens que j'avais appelés au départ, qui étaient mes connaissances, mes amis, n'étaient pas disponibles. Les autres, ouais. On a fait un peu pareil. On est allé voir les gens qu'on connaissait. Je pense pour une première saison, une création de série. On savait que ça allait pas être évident de trouver le ton aussi parce que c'est le moment sur le développement d'une première saison où on se renifle un peu avec le diffuseur aussi et puis on veut savoir si eux voient la même chose que nous. On a constitué une room de 4 auteurs. Enfin, nous on avait avec Valentine déjà fourni un gros document d'arches, donc on est parti de ça pour breaker les épisodes du bloc 1 en gros, donc 5 épisodes. On a eu un premier retour du diffuseur qui était pas très bon. Visiblement, on se comprenait pas encore trop sur quel allait être le ton de cette série et à partir de ce moment, on n'a pas continué avec nos auteurs en fait, pas parce que c'était mauvais ou pas satisfaisant. Enfin, on a fait beaucoup de rooms, on sait que le vrai nerf de la guerre en fait, c'est le temps disponible d'un auteur sur une série. Oui, ton épisode, il sera payé tant et tant. OK, super, ça a l'air cool, sauf que tu le ramènes sur la dimension temps fois nombre de versions, au final, c'est plus si intéressant. Et on n'avait pas envie d'exploiter nos potes, en gros, quoi. On savait que nous, pour trouver, on allait devoir chercher, écrire. En plus, on travaillait avec donc Apple, qui est une plateforme américaine. Le développement était à Londres avec des Anglais. Enfin, ils ont une manière de développer, qui est, on fait pas de séquencier, on fait des versions de dialoguer les unes après les autres. C'est la culture anglo-saxonne du scénario avant tout. Ils fonctionnent au draft, quoi. Donc tu leur piches des trucs, machin, ils sont là, oui, bon, pourquoi pas, envoyer une version. Texte, donc on dialogue et puis au final on arrive à 14 versions de pilote et pas moins de 8 versions pour chaque autre texte. Donc on s'est dit, est-ce qu'on veut vraiment demander ça à nos auteurs, les bloquer sur un temps au final pour que les dernières versions soient quasi gratos? Donc non, en fait. Donc les arches sans auteur, ensuite les auteurs arrivent, vous faites 5 épisodes et à partir de là vous repartez à 2 derrière, c'est ça? Exactement, on a réécrit toute leur V1 puis toutes les versions ultérieures, et puis sur le reste de la saison, on est restés tous les deux. C'est drôle parce que moi, toutes mes expériences comme scénariste sont pas du tout passées comme celles que j'ai fait sur Les Enfants sont rois, parce qu'on n'était que 3, Victor Odenbach, mon co-créateur, et puis Benjamin Adam. Et en fait, les plannings étaient trop resserrés. On a tout écrit avec Victor, et Benjamin a coécrit 2 épisodes. Il y en a 6, mais je veux dire, on n'était que 3 finalement pour tout ça, et c'est vrai que une fois qu'on avait tout en tête avec Victor, on a tout finalisé. Moi, mon fantasme, ce serait de faire un peu comme ce que j'ai vécu. J'ai commencé sur Fais pas ci, on était 8 auteurs. Il y avait Hélène Le Gall et Cook Van Tran qui nous dirigeaient. On se partageait les épisodes, chacun avec ses forces, ses faiblesses, des seniors, des juniors. Enfin, sur Drôle, c'est pareil. C'était sur le stand-up, il y avait une vraie stand-upeuse qui était coordinatrice, qui était documentariste. On avait Lison Daniel qui fait les caractères, Abel Assins. Et puis avec Eliane Montane, on était les 2 scénaristes un peu plus seniors, etc. Mais chacun avait ses forces et on se complétait vachement dans la room. Ça, c'est un peu l'idéal. Mais là, sur Les Enfants sont rois, ça allait tellement vite. C'est aussi du thriller policier, intime. Donc, on a filé droit, quoi. On est allé, puis on n'a pas pu ouvrir la room Il a fallu enchaîner, ouais. Toi, tu parlais tout à l'heure, Antoine, de comment tu as fait ta team complémentaire. Et du coup, est-ce qu'au moment des textes, chacun avait un rôle différent aussi dans l'écriture, ou est-ce que vous écriviez tout ensemble, vous faisiez tous les dialogues ensemble? Chacun des auteurs avait un épisode et ensuite j'ai passé chaque épisode à chaque auteur. Et ensuite la dernière passe de dialogue, c'était moi qui la faisais. C'est-à-dire qu'on inversait en fait J'avais une espèce de théorie, je sais pas ce qu'elle vaut, peut-être que c'est nul, mais autour du fait que un récit, un peu comme un enfant, il doit se confronter à différentes psychologies. Et donc, en se confrontant à différentes psychologies donc de scénaristes, on le muscle, quoi. Et donc, je souhaitais faire passer chaque épisode dans les mains de chacun des auteurs. Donc, en fait, il y avait une première version qui était faite par Faiza, la deuxième version était faite par Julien, la troisième version était faite par Cédric. C'est trop drôle. Et chacun faisait la version d'après d'un autre. Exactement. Comme ça. Le bordel pour la SACD. En fait, ça a été très simple. On a fait 50 pour tout le monde. Faut avoir le temps de faire ça quand même, de passer de... On a eu combien de temps d'écriture? On est rentré en septembre, on a fini en mai.
Donc Oui, non, pas plus. Ouais, non, enfin, pas plus, mais c'était très intense. Ah ouais. C'était très très intense, c'était vraiment tous les jours en room. Après, il y en a un qui partait ou une qui partait pour écrire. Nous, on restait en room, on travaillait sur le suivant, elle revenait, puis ça partait. Super. Ouais. On a vraiment passé 6 mois, quasiment tous les jours ensemble. En tout cas, c'était intéressant, ce truc de se passer les épisodes et effectivement de confronter. On était tous les 4, 5 très différents. Vous en parliez avant que chaque auteur prenne le texte ou c'était vraiment surprise de ce que le prochain allait faire? Non, on en parlait quand le texte arrivait, quand l'épisode arrivait. Tout le monde le lisait et puis chacun faisait ses notes. On avait une petite case dans un tableau, on disait pour moi ça c'est en trop, pour moi il manque ça. Et puis on entourait et on passait à celui ou à celle qui avait envie de le faire. Et puis ensuite, une fois que c'était validé par le broadcast et par les producteurs, moi je faisais l'ultime version, mais vraiment que sur les dialogues pour le coup. La structure était là, et voilà quoi. Okay. J'ai 2-3 anecdotes où à des endroits, effectivement, on a eu des surprises. La personne qui récupérait, en fait, on croyait s'être mis d'accord sur quelque chose et en fait, elle avait tordu le truc et c'était 1000 fois mieux quoi. Enfin, moi j'avais beaucoup aimé. Ouais, vous êtes tous des expériences très particulières en vrai. Ah, mais moi c'est n'importe quoi. Moi c'est très anarchique. Non mais c'est vrai. Non, mais ça donne envie, ça donne envie. Est-ce qu'il y a parfois au sein des rooms des luttes de légitimité sur qui va diriger? Parce que comme on n'a pas trop de culture du showrunning, on a une culture plutôt de la création, de qui a amené le projet. Ou est-ce que ça arrive que pendant que ça se développe, il y a des scénaristes qui montent en hiérarchie, en responsabilité, d'autres qui descendent? Moi, j'ai jamais vécu de problème de ce genre en room, en fait. Je suis toujours arrivée dans des rooms, généralement parce qu'il y a un créateur qui a tout simplement signé un projet en dev, qui a un diffuseur, qui a de l'argent pour lancer la room, et qu'on se met d'accord sur un lieu, sur un planning, parce qu'il y a cette histoire aussi de calendrier, de bloquer des auteurs pour faire une room. Faire une room, c'est quand même très précieux, ça demande du temps, c'est pas toujours l'étape la mieux payée. Enfin voilà, c'est des choses qui se négocient, mais en tout cas, quand c'est payé, voilà. En tout cas, moi, j'ai jamais, j'en ai quand même fait pas mal, eu cette sensation, parce que pour le coup, si il peut y avoir des luttes d'ego et de pouvoir au moment d'une prépa ou d'un tournage, moi, en room, j'ai toujours trouvé ça ultra serein. Et au contraire, en fait, on est tous autour de la table, il y a quelque chose qui est tellement galvanisant à essayer de faire naître une série ensemble et surtout de suivre la personne qui crée, quelle que soit sa personnalité. Et moi, c'est ce que j'adore faire dans mon métier. Donc la personne qui crée est par défaut la personne qui va diriger derrière, en fait. Bah oui, toujours. Sinon, alors après, ce qui peut se passer, moi, ce qui m'est arrivé par contre, c'est parfois d'avoir une créatrice ou un créateur de série qui commence une room trop tôt et qui en fait n'a pas encore la série en tête et qui ne sait pas exactement ce qu'il ou elle veut raconter. Et à ce moment-là, la room est quand même compliquée parce que c'est comme si la room venait un peu comme la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'on essaye de faire accoucher quelqu'un d'une idée qu'il ou elle n'a pas encore tout à fait en tête, en fait. Et donc parfois, les rooms peuvent s'arrêter ou bien se décaler dans le temps en attendant que la personne ait abouti quelque chose. Et parfois, on est pressé justement par les diffuseurs et la prod et la room commence trop tôt. Donc nous, on est au taquet en tant que scénariste. On dit, on va faire ça, on va écrire l'épisode machin. Parce que souvent, on sait quand même quand on commence quel épisode on va écrire. Pas toujours, mais la plupart du temps, il y a quand même un horizon de ce sur quoi on va travailler, ne serait-ce que parce que contractuellement, c'est important. Et ça, je trouve que c'est hyper important d'avoir des prods ou des créateurs qui se rendent compte parfois que c'est trop tôt, en fait. Et qu'il va falloir attendre 1 mois, 2 mois. La série n'en sera que meilleure, en fait. Ok. Oui, parce que c'est là que vont commencer les premières salves de questions, en fait. Les gens arrivent dans une room. Bon, il y a quand même un moment où on se tourne vers le créateur ou la créatrice et où les interventions ressemblent plus à des questions, une certaine forme de validation, c'est bien ça, et donc faut avoir ces réponses-là. Et à un moment donné, l'enjeu, c'est aussi de transformer les questions en vraies propositions. Je suis d'accord avec ce qui a été dit. Moi, ça a toujours été très joyeux. Les rooms, vraiment pas de problème de place. Enfin, il y a toujours des moments où il y en a qui participent plus que d'autres, ou voilà, mais je trouve que il y a eu toujours beaucoup de générosité de part et d'autre, donc c'est effectivement de confronter ses idées à celles des autres, c'est extraordinaire, c'est le meilleur moment, je crois. Ou alors quand la série préexiste, qu'il y a eu des créateurs qui sont plus sur le projet, comme ça on fait pas si, c'est les directeurs d'écriture, directeurs de collection qui prennent ce rôle de lead de la room, et dans le meilleur des cas, ils laissent la place à chacun de pouvoir exprimer des choses personnelles, d'accueillir les idées, voilà, ils font le tri, mais c'est aussi, ils demandent pas non plus à ce qu'on devienne des robots qui viendraient juste au service de quelque chose, mais qui viennent enrichir leurs idées, qui viennent aussi transformer les personnages qu'ils avaient imaginés. C'est ça qui est beau, en fait. Parfois, moi, j'ai vécu des rooms où ça avait sans doute démarré effectivement un peu trop tôt et où du coup, il y avait parfois des conflits entre 2 personnes qui créaient une série, mais qui n'étaient pas forcément d'accord sur la vision, ou sur, en tout cas, qui en avaient peut-être pas suffisamment parlé ensemble pour pouvoir être en mesure d'avoir une vision commune et du coup, de pas être dans quelque chose d'un peu conflictuel. Et je pense qu'en France, c'est pareil, on a tendance à sacraliser un peu la room parce que c'est ce que font les Américains, mais la room,
room. Je pense que c'est utile à des moments précis et que quand on travaille en room ou quand on travaille avec d'autres auteurs, parce que nous sur HPI on fait pas de room mais on fait des mini-rooms avec des auteurs sur des épisodes précis, il faut faire ça à un moment où on a une vision suffisamment sur non pas de ce qu'il faut faire nécessairement, mais de ce qu'est la série pour être capable en fait d'intégrer les gens à cette vision de la série, d'avoir des certitudes sur ça oui, ça non. La certitude des fois ça peut juste être ça on aime bien et ça on n'aime pas. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir des arguments à chaque fois, mais par contre il y aura forcément des problèmes de légitimité si face à d'autres scénaristes on commence à dire oui ça pourrait être super mais je sais pas si c'est la série. Je pense qu'il faut savoir répondre à la question de ça oui c'est la série qu'on veut faire et ensuite par contre on peut réfléchir à est-ce qu'il y a une meilleure façon d'exécuter cette vision ensemble. Ok, ça dépend de ça. T'as une expérience là-dessus, toi, ou sur d'autres séries ou... En fait, moi, j'ai créé Usekin et la série que je crée en ce moment, je la réalise aussi. Donc, la question se pose pas. J'arrive, je balance l'idée, c'est validé, on monte la room, on écrit ensemble et puis derrière, je la réalise. Ouais, on revient au fait que du fait d'être créateur, d'autant plus du fait d'être réalisateur, ça simplifie aussi qu'il y a la vision autour de la table, quoi. Puis surtout, toutes les questions liées à la production, c'est-à-dire que effectivement, quand on écrit, on peut s'affranchir un tout petit peu de la notion de production. Combien ça coûte, combien de figurants, combien de décors. Cette conscience-là, je l'ai effectivement dès le départ. Donc, par la force des choses, la légitimité, ça paraît présomptueux, mais elle s'impose, quoi. Est-ce que vous écrivez différemment du fait de savoir que vous allez diriger artistiquement derrière? Ouais, évidemment. Je pense que c'est d'abord par égoïsme pur, c'est de savoir si on écrit quelque chose dont on sait pertinemment que ce sera pas réalisable, on va s'éviter une autre version à faire de toute façon dans un second temps. Après, ça vient avec l'expérience aussi, mais notamment avec l'expérience de cette première saison. La deuxième saison, oui, en fait, on écrit directement en fonction... on a quand même une idée d'un budget, on a une idée d'un fonctionnement, on a une idée de ce qu'il faut mettre en place sur une séquence en termes de décors, de costumes, de figurants. Est-ce qu'on peut arriver à la même efficacité en simplifiant 2-3 trucs? Comment est-ce que cette séquence, si on l'écrit comme ça, peut nous faire gagner 2 heures sur le plan de travail petit à petit, en étant sur la prépa, en travaillant beaucoup avec le directeur de production ici. Enfin, on s'est rendu compte effectivement, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on a appris et qu'il faut absolument maîtriser si on veut showrunner, c'est combien coûte ton écriture, combien coûte ta séquence. Et quand on te dit sur un épisode ou sur une ligne narrative, j'ai besoin d'économiser temps et temps, trouve-moi la solution. Ça, c'est quelque chose et qu'il faut faire parfois très très vite sur le tournage. Voilà, on a énormément réécrit pour pouvoir adapter. On n'est plus dans la trouvaille de l'idée, dans les personnages. Enfin, tout ça, normalement, c'est réglé. Maintenant, il faut trouver comment faire autrement. Je suis d'accord avec ça et en même temps, je pense que par moment, c'est un peu le danger de cette double casquette quand on fait à la fois l'écriture et qu'en même temps, on est beaucoup sur la production artistique. C'est que par moment, on peut être tenté un peu par justement par facilité de commencer à se censurer en amont parce que on sait d'avance quand on est sur des conditions de tournage qui sont un peu sport ou compliquées, pas vraiment facile. Voilà, ça va être compliqué. Et des fois il faut lâcher et des fois en même temps, moi je sais que dans HPI il y a quelques idées, on les pose, on se dit notre directeur de production qu'on adore et qui est brillant va tomber dans les pommes. Tout le monde va vouloir nous faire sauter cette scène, mais nous on pense qu'il faut absolument, j'en sais rien, cette scène où ce n'est pas l'héroïne qui est prise en otage, mais c'est l'héroïne et toute sa famille et son voisin. Et du coup il y a beaucoup de personnages, il y a un bébé dans la scène, etc. Mais cette scène elle nous semble essentielle. Des fois on est vraiment tenté et des fois d'ailleurs on le fait en amont de se dire non mais ça va être compliqué donc on l'écrit pas. Et en fait dans ces moments-là des fois on se rappelle, enfin le fait d'être deux aussi ça nous aide à nous dire non en fait ça il faut qu'on essaye de le faire et ensuite par contre peut-être qu'on va chercher beaucoup de solutions dans le reste de l'épisode ou dans le reste du bloc pour pouvoir arriver à ces scènes-là. Je trouve que c'est pas toujours évident de gérer les deux casquettes parce que se dire d'avance en fait j'écris cette scène mais peut-être qu'elle va devoir sauter au plan de travail mais en même temps il faut quand même la tester avant de savoir si cette scène elle vaut le coup qu'on se batte pour elle ou pas. Et du coup après c'est un mindset un petit peu pessimiste de se dire qu'on se censure déjà à l'écriture. De toute façon nous partons du principe qu'on vise toujours trop haut, qu'on va toujours nous demander de réduire à la baisse. Donc effectivement il y a aucune raison pour qu'a priori on se censure. Après il faut aussi rester raisonnable dans l'économie d'une série. Voilà, mettre un hélicoptère si tu sens que, enfin voilà, des trucs évidents comme ça. Mais après, ça se raisonne sur une saison entière. Qu'est-ce qu'on peut garder versus qu'est-ce qu'on peut sacrifier. Après, j'ai l'impression qu'au départ, ce qu'on veut privilégier, c'est quand même tous et toute l'histoire, quoi. Et parfois, on trouve des trucs super en disant, ok, donc cette scène, en fait, elle est dans un intérieur, à tel endroit, il y a plus que 2 personnages, et on trouve d'autres idées à partir de ce moment-là, quoi. Ça se trouve. Puis c'est même souvent ces premières idées. On se dit il y a ce décor-là, ça va être super. Et parfois ça marche.
ça passe parce que il y a d'autres endroits où effectivement il y a des scènes qui étaient moins essentielles, qu'on a fait sauter, qu'on a pu avoir notre sans parachute, quoi. En fait, j'aime bien aussi ça, moi, de me dire c'est pas grave, au pire on va me dire ça passera pas, quoi. Mais de toute façon je suis comme ça, il vaut mieux dire je tente et puis après on me fermera des portes et puis je ferai avec, quoi. Sur Irrésistible, comme j'avais la direction artistique dès le début, je savais que j'allais la faire et j'y tenais, c'était vraiment quelque chose que je voulais dans cette création-là de série. J'ai un peu pensé les choses, je pense, dans l'autre sens, c'est-à-dire que j'ai essayé de faire quelque chose de modeste. C'est-à-dire que je me suis dit, je vais pas créer une série 10 fois 52 minutes, je m'en sens pas capable. Donc je vais créer une série 6 fois 30. Je vais aller dans un genre qui m'intéresse, que j'ai jamais fait, qui est la comédie romantique, parce que je sortais d'en thérapie, que j'étais rincée. Et je vais créer quelque chose qui se passera dans le Paris proche du 93, à côté de Pantin, à côté du Pré-Saint-Gervais, etc., parce que je le connais. Je vais parler de gens qui ont une trentaine d'années parce que je les connais. Et donc j'ai adapté l'écriture et l'ambition que j'avais à ce moment-là à l'expérience que je considérais que j'avais, en fait. Okay. Je sais pas comment dire ça, mais c'est vraiment... Pour pas tendre de piège, quoi. Ouais, et aussi parce que j'avais envie de travailler dans ce petit endroit, avec pas trop d'argent, avec pas des choses écrasantes sur les épaules. Je voulais m'en sortir dans cet écrin-là, en fait. Je l'ai vraiment pensé comme tel. Et après, en fait, comme je savais que j'avais cette direction artistique, je me suis permis de faire, par exemple, dès le début, des moodboards, ce que j'avais jamais fait avant. Ça me serait même pas venu à l'idée de le faire sur d'autres séries. Mais donc, tout de suite, j'ai commencé à collecter, à avoir une banque d'images immense, de telle sorte à ce que quand les réalisateurs sont arrivés, j'avais déjà énormément de recherches. En fait, j'avais une idée hyper précise de ce que je voulais, des couleurs que je voulais, de comment Camélia Jordana allait être habillée. Enfin, c'était vraiment très, très précis, quoi. J'avais aussi, comme ça se passait dans l'univers du podcast, j'avais été rencontrer des boîtes qui font du podcast. J'avais vu comment ils travaillaient, j'avais vu comment les fils étaient installés sur la table. Donc voilà, j'étais très précise, en fait. Et j'ai bien senti que quand les réals sont arrivés, ils ont eu un petit moment de vertige parce qu'ils se sont dit, ah ouais, il y a du taf, quoi. Parce que, encore une fois, comme c'était un petit écrin, que je m'en sentais capable, dans cet écrin-là, j'avais bossé, quoi. Je vais pas aller faire un truc dans lequel je me sens pas capable de faire la direction artistique. Par exemple, typiquement, je me serais pas sentie capable de faire de la direction artistique, j'en sais rien, d'une série d'horreur ou d'une série thriller, parce que ça aurait pas été mon ADN à ce moment-là. Et moi, je crois beaucoup, et je crois que tout mon parcours est comme ça, que c'est une chose après l'autre. J'évolue comme ça en ayant des acquis, parce que je considère que ce qu'on fait, c'est vraiment de l'artisanat, et que petit à petit, on a des compétences qui arrivent et qu'on peut étendre le domaine, quoi. C'est tout le temps compliqué, on a des broadcasts qui nous demandent d'envoyer de l'écriture, puis on se retrouve confronté à la production qui nous dit non mais cette scène elle coûte trop cher, ça coûte trop cher, tu veux 600 figurants, il en est pas question. Alors qu'en fait c'est une demande à la base du diffuseur qui souhaite, et à juste titre, que la série ait de l'ampleur, quoi. Moi je passe par la sensation dans un premier temps, enfin Ousekine, le Bled, la série là que je suis en train d'écrire, ça passe par des sensations, beaucoup de fleuves ou enfin ça passe par des images dans un premier temps, et puis je mets des images partout dans la room. Donc on est entouré de ces images un peu mentales. Ouais. C'est pas vraiment un moodboard, c'est plus, enfin appelons ça un moodboard. Ensuite, on essaie de relier un tout petit peu toutes ces sensations pour essayer de créer des scènes. Mais ça c'est vraiment au tout début du process de la room. Et puis ensuite, dans un second temps, par exemple là sur la série que j'écris, il y a une scène, c'est au milieu de la saison, il y a un envahissement de terrain de foot. Bon, tout est dit, en fait, c'est impossible à faire parce que évidemment, il faut que ça joue, c'est des vrais joueurs et tout, c'est impossible. Donc en fait, évidemment que là, je suis en train de tordre le truc pour faire en sorte qu'on ait cet envahissement, mais qui est dès la mise en scène, ce ne soit pas filmé tel qu'on l'imagine, mais ça sera pas comme ça, mais ça soit par un téléphone portable ou autre, qui fait que l'aspect chaotique de la scène puisse aussi être retransmis, mais sans que tout ça coûte trop cher. Bref. Et puis on se retrouve toujours face au truc de fait un bottle épisode et puis comme ça on gagne de l'argent et le dernier épisode on peut mettre un peu plus. Si on se retient, en fait, le diffuseur, il va tout le temps demander plus. Donc moi, je suis d'accord avec toi. On envoie, et puis les producteurs deviennent tout rouges. On leur dit, on va trouver des solutions, et on trouve tout le temps des solutions. Mais ce qu'il faut, c'est que la série, elle se fasse, quoi. Quand vous travaillez la cohérence artistique, comment vous gérez concrètement cette cohérence artistique au niveau de l'écriture, au niveau de comment vous travaillez avec les différents chefs de poste? J'ai un truc que j'ai appliqué sur Ousekine, sur La Pampa et sur le truc, c'est que je fais une réunion artistique tous les lundis matins de 9h à midi, avec tout ce qui se voit à l'image. Make-up, déco, lumière. On se fait de 9h à midi pendant tout le process de prépa. Peu importe qu'on soit en repérage ou quoi ou autre, en fait, on se retrouve et c'est pareil, c'est progressif. C'est-à-dire qu'on arrive en se disant, ok, moi j'ai lu ton texte, le chef déco me dit, moi j'ai pensé à telle texture, et puis la chef costumière vient avec, et donc on accumule comme ça, on superpose un tout petit peu toutes nos références. Et puis en fait, petit à petit, avec ces réunions artistiques, on précise
un tout petit peu la note, la tonalité de la série pour arriver en bout de prépa où on parle tous exactement de la même chose. Ousekine, ça a commencé de février à mai, quoi. Donc tous les lundis, on faisait ça. Il y a un truc que j'ai adoré sur Irrésistible, c'est qu'une fois que tous les textes étaient terminés, j'ai vu Anthony puis Laure pour les 3 premiers et les 3 suivants. J'ai lu les textes à voix haute devant eux. Ce qui est aussi la vertu d'entendre tout de suite les dialogues qui marchent pas bien. Ouais. Et au fur et à mesure, et du coup c'était des réunions de travail, on passait quasiment une journée par épisode, où je leur disais tout ce que j'avais en tête, quasi didascalie par didascalie, quoi. Donc je leur disais, voilà, donc là pour moi à ce moment-là, quand elle arrive, elle est essoufflée, elle fait ci, elle fait ça, puis ensuite ils te disent ça, et puis voilà, la séquence, moi je l'imagine qui se coupe hyper rapidement, et puis j'imagine que ça s'enchaîne avec ça. Parce qu'en fait, il y a quand même un peu une hypocrisie autour du fait qu'on dit les scénaristes ne doivent pas écrire en pensant en réalisation, mais c'est pas vrai. Je crois qu'on pense tous en termes de transition, en termes de cut, en termes d'images, on a des images en tête, on n'est pas des robots avec un final draft. Enfin, je veux dire, on serait des mauvais scénaristes si c'était pas le cas. Donc c'est vrai que parfois on n'écrit pas, la caméra s'avance, mais on va dire on se rapproche de son visage. Et en fait, les bons réals, ceux qui viennent, et comme le disait Antoine, qui ont, l'humilité et la curiosité de se mettre au service d'un texte, en fait, soit ils le lisent tout de suite et ils disent oui, donc là, en fait, tu t'es dit qu'on allait s'approcher du visage. Bah oui, tout à fait. Et parfois, ça donne lieu à des débats qui sont intéressants, où les personnes nous disent « Ah bah moi, cette séquence, je l'ai plutôt envisagée comme ça, qu'est-ce que t'en penses ?» etc. Et je crois que cette étape-là de travail, si elle est bien faite, elle est merveilleuse en fait. Et moi vraiment j'ai adoré faire ces séances de travail et je voyais que les 2 réals avec qui j'allais bosser prenaient plein de notes et qu'au final, eux après, ils allaient avoir le boulot de transmettre à tous leurs chefs de poste. Donc je crois que ce moment de lecture et après les lectures avec comédiens évidemment sont très 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 importants pour la cohérence artistique de l'ensemble en fait. Mais c'est ça qui est beau, c'est quand on se rend compte que les gens ont capté ce que tu voulais faire et qu'ils ont envie de se mettre au service d'une série, d'un projet commun. Au tout début, c'est passé pareil par un mood board qu'on a réalisé, une bible graphique en fait très très étoffée qu'on a faite avec Valentine et où on a mis vraiment tout ce qu'on voulait en termes de décor, de costumes, même de musique, d'intention de réal, de références, de films, de séries. Enfin, c'était très très fourni. Des intentions de lumière. Enfin voilà. Et après, de transmettre ce matériau-là à tous les intervenants, les différents chefs de poste. Après, nous, on avait une chance aussi, c'était que notre room, en tout cas quand on écrivait, et les anciens bureaux de Top qui étaient à la Cité du Cinéma, c'est sur un étage où du coup, quand la prépa et la pré-prépa a commencé, les costumes étaient juste là en dessous, les décors étaient au même étage. Enfin, donc du coup, on était quasiment tous les jours en contact. Ça fait aussi qu'on a eu beaucoup trop de réunions, mais c'est important d'être sous le même toit et qu'on peut vite fait passer voir un détail, parler d'un truc qui est pas clair, faire des lectures techniques. Quelqu'un lit ton texte devant 50 techniciens qui eux vont s'arrêter sur le moindre détail. Oui, mais quand tu dis elle dessine quoi? Et toutes les questions sont posées pour que tout soit prévu, quoi. Ouais. Et au fur et à mesure, au bout d'une longue prépa, on se rend compte effectivement magiquement qu'à la fin tout le monde voit le même projet et on peut se lancer enfin. Mais je crois que tu dis un truc hyper important sur même la présence sur un même plateau, en fait un plateau de prépa, etc. Parce que moi je sais que ça m'est arrivé de travailler sur des séries où on me disait passe un jour de tournage, etc. Donc je venais voir, personne ne savait qui j'étais et j'étais vraiment la personne relou qui se met sur un cube à côté, qui est à moitié dans le cadre, qui se pousse, qui se met derrière le combo mais il y a plus assez de casque et du coup c'était une position hyper inconfortable parce que j'avais l'impression que déjà que ma présence était parfaitement inutile et honnêtement je pense qu'elle l'était et que de toute façon j'étais absolument pas identifiée, alors qu'en fait dès que t'es proche des gens qui fabriquent, qui te voient, qui peuvent te parler, qui peuvent te poser des questions, moi c'est pareil sur Irrésistible, on était sur le même plateau, la prépa, même les menuisiers qui avaient un atelier et en fait tout le monde nous voyait, les scénaristes, c'est très concret quoi, et ça je pense que c'est un truc, c'est pas souvent le cas et c'est génial quand ça peut l'être. Mais bon, ça rejoint ce qu'on disait au tout début de la conversation, c'est si ta prod elle dit pas à tous ces gens, en fait quand vous êtes à l'étape A, pour passer à l'étape B, vous avez besoin de la validation de cette personne. Déjà effectivement ça suggère d'identifier cette personne, de lui courir après parce que si il ou elle vous valide pas quelque chose, vous pouvez pas passer à l'étape, ils peuvent pas passer à l'étape d'après et du coup c'est quelque chose qui s'instaure au début où ça devient quelque chose de naturel. Avant de sortir le bouquet de fleurs, on dit mais est-ce qu'ils ont vu le bouquet de fleurs, est-ce que c'est la bonne couleur? Et c'est un automatisme en fait qui rentre. Ce qui est compliqué en France, c'est qu'effectivement quand on est même en poste de production artistique, on n'a pas forcément la main mise sur tout. Par exemple, nous on peut pas aller sur le tournage si souvent
tant que ça. Et donc du coup, on doit quand même faire confiance à des gens et déléguer. Et du coup, je pense que le dialogue, effectivement, notamment avec les réalisateurs, mais aussi tous les chefs de poste, il est essentiel. Mais que c'est important aussi que ce dialogue, il aille dans les deux sens, parce que nous, ça a pu nous arriver sur les premières saisons, que les gens en fait jouent en contre, c'est-à-dire qu'on a expliqué ce qu'on voulait dans une scène, et puis derrière, en fait, la personne veut pas. Et en fait, quand tu découvres dans les rushs le soir même que ça n'a pas du tout été fait comme tu l'avais imaginé, c'est trop tard, parce que tu vas pas faire de reshoot. Je vois que tout le monde a l'air d'avoir eu ces expériences. Et c'est vrai que nous, ça nous a beaucoup servi parce qu'on travaille avec des réals qu'on adore, mais on a institué un dialogue dans les deux sens. C'est-à-dire que nous, on explique ce qu'on a en tête, mais notamment, il y a des scènes un peu particulières dans HPI quand l'héroïne résonne, où les réals peuvent vraiment prendre de la liberté. Mais en fait, on a essayé d'instituer qu'en fait, c'est pas une surprise qui est faite sur le plateau. Des fois, c'est une bonne surprise, mais qu'en fait, c'est quelque chose dont on discute en amont, et nous, on est prêt à réécrire pour adapter à une envie de réal à ce moment-là, pour adapter aussi des fois à des choses que nous font remarquer les comédiens, parce que quand c'est quelqu'un qui joue la scène, s'il la sent pas, on peut insister, mais des fois aussi ça vaut le coup d'adapter. Et je pense que ça fait aussi la cohérence de la série, d'instituer vraiment un dialogue avec un peu tous les chefs de poste, où effectivement on a des demandes, mais en même temps, si c'est pas possible ou si quelqu'un est tenté de faire autre chose, on envisage sincèrement d'infuser l'écriture avec, et souvent ça fait parmi les meilleures scènes, je trouve. En fait, il faut qu'ils considèrent qu'on est là pour eux aussi. Ouais. C'est une fois qu'ils ont compris qu'on n'était pas là pour faire chier, mais en fait pour les aider, pour faciliter leur travail. S'il y a un flou, un truc qui capte pas, clarifier les choses. C'était le cas avec beaucoup d'intervenants sur la série, où au départ on était peut-être envisagé d'une certaine manière, parce que qui sont ces deux gus qui sortent de nulle part, ils sont même pas réels, enfin voilà. Ouais. Et après, au final, je pense qu'aujourd'hui, ils considèrent tous et toutes qu'on était vraiment là pour faciliter leur travail, et qu'on était là aussi pour leur expertise. Comment est-ce que tu peux t'emparer du sujet? Qu'est-ce que tu peux me proposer? Comment est-ce que tu vas faire emmener l'idée plus loin avec ton input? Et toi, du coup, Judith, comment t'as pu travailler la cohérence artistique? C'était très chaotique, et donc en fait, j'ai pas vraiment de... ça peut pas être un modèle. Enfin, je sais ce que je veux plus faire maintenant. Il y a eu des moments géniaux, des moments où on était alignés, mais ils ont jamais vraiment duré longtemps, donc on a vraiment été en contre. C'était en gros, on gagnait des batailles, donc on perdait. Ça fait quelque chose, hein. C'est un univers, c'est très douloureux pour tout le monde. Enfin, c'est vraiment pas que pour nous, mais aussi pour les réals et pour la prod, pour les diffuseurs. Enfin, tout le monde a souffert, en fait. Mais en même temps, il y a des belles choses qui sortent de ça aussi, hein. Je peux pas, cette cohérence, ça s'est fait vraiment pas à pas, c'est-à-dire, le dialogue, quand il était possible, il s'est fait à des moments même parfois très tardifs. Je regardais les rushs, on s'envoyait 50 textos avec le réal, juste pour la posture de la comédienne, pour comment est-ce qu'elle pouvait mieux incarner ce personnage, etc. Donc c'est-à-dire que lui, c'était le soir, il y avait la journée de tournage. Enfin, ces moments-là, c'était assez beau d'ailleurs, mais c'était un peu trop rare et trop tardif, parce qu'on n'avait pas pu s'entendre avant, que en fait, je me rendais compte que c'était pas du tout comme ça que je voyais la scène, et je savais, on avait lutté sur une scène toute la prépa, parce que et puis il avait fini par dire oui, d'accord, et finalement au moment du tournage, il a tourné comme il a bien voulu le tourner. Et il y a des moments comme ça, c'est le genre de bataille perdue. Il y en a d'autres où on s'est compris, et d'un coup les scènes, on dit tout le monde est content, c'est super. Il y a des moments où moi j'étais très surprise, je me suis dit d'accord, c'est comme ça qu'il a fait la scène finalement. C'est pas mal, c'est super. Enfin, vraiment, ça s'est atterri dans tout. Ça peut être des bonnes surprises aussi, ouais. Ouais, c'était vraiment dans tous les sens, parce qu'il y a du talent. Enfin, j'ai l'impression qu'il y avait du talent un peu partout, quoi. C'était vraiment ça. C'est simplement que quand tu me parles de cohérence, je peux pas dire qu'il y a une vraie cohérence. Et au final, ça va faire cette série qui est là. Et voilà, je pense qu'il y a moyen de faire les choses plus sereinement, même si c'est difficile. C'est toujours difficile de créer quelque chose. Faut pas que ce soit douloureux. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne stratégie quand on démarre d'écrire sa propre série et de développer sa propre série, quand on connaît personne, qu'on est émergent? Et du coup, la double question, c'est quelle approche vous leur conseillez, quelle stratégie vous leur conseillez pour éventuellement un jour créer leur série? Créer une série, ce sera jamais inutile. C'est ce qu'on a envie de faire quand on débute. Enfin, on a des univers, on a des envies, on a envie de se lancer. Et puis, ça fait toujours des choses à envoyer à lire aux producteurs et aux productrices. Donc, je pense qu'il faut continuer à le faire. Aussi intégrer des rooms le plus possible, se confronter à d'autres gens le plus possible, à des hiérarchies aussi. Et ça rejoignait ce qu'on disait tout à l'heure, multiplier les expériences, même pas forcément scénaristiques, c'est se faire embaucher en tant que 3e assistant, aller faire, j'en sais rien moi, un stage en montage, aller en déco, aller voir en fait ce qui se passe après le scénario. C'est difficile de rentrer directement dans une room quand on n'a rien fait avant. Déjà, nous, pour faire rentrer des jeunes auteurs dans les rooms, c'est difficile parce qu'il faut, on nous demande toujours de prendre des gens très capés pour que ça aille plus vite, pour qu'il y ait tout de suite un savoir-faire, et on n'a pas souvent le temps d'aller former d'autres scénaristes, même si je trouve ça indispensable de le faire dès qu'on peut. Je pense que d'intégrer même comme coordinateur, à prendre des notes pour voir comment ça se passe,
Parfois, on te laisse la parole. Pas évidemment la prendre quand c'est pas à toi de parler, mais d'être à l'écoute. Et puis d'un coup, je sais pas, une pause café, tu parles de quelque chose. Enfin, ça se fait comme ça, pas à pas, en fait. Envoyer des bibles quand on a des idées, c'est super. Et après, pouvoir accepter quand on démarre que le producteur fasse appel à un scénariste plus capé pour aider à ce que ça devienne une série. En tenant quand même sa vision. Si ce jeune scénariste a une vraie vision, faut pas qu'il lâche. Même s'il y a un scénariste plus senior, c'est que le scénariste, il vient quand même au service de cette série. Faut pas que le jeune l'oublie. Et donc, sans être présomptueux, savoir à quoi il tient vraiment. Ok, faut se l'autoriser, quoi. Oui, faut se l'autoriser. Mais après, en se disant toujours, qu'est-ce que je peux apprendre? Je pense que c'est vraiment important, et même à tous les stades, même moi aujourd'hui, j'ai que 15 ans d'expérience, mais je commence à avoir un peu une petite expérience. À chaque fois, je me dis qu'est-ce que j'apprends, et à chaque fois qu'il y a des nouveaux, ou même à tous les moments de la création de la série, je me dis c'est super, j'apprends ça, j'adore, parce que justement c'est l'aspect collectif des séries, c'est ça qui est formidable. Il y a une autre chose aussi qui est quand même importante, c'est que moi parfois je reçois des messages de jeunes scénaristes aspirants qui m'envoient des bibles de trucs délirants, quoi, qui me disent qu'ils veulent faire le nouveau Soprano et tout ça. Et moi, à chaque fois, j'essaie de leur dire attention, on est quand même dans une industrie. Il faut en avoir vraiment conscience. C'est pas du tout pareil que le long métrage, la série. Et on peut rêver de beaucoup de choses, mais parfois, il faut un peu rêver à la hauteur de ce qui est possible à l'âge qu'on a et avec l'expérience qu'on a. Moi, j'aurais beaucoup plus peur d'un scénariste qui me sort une série à je ne sais combien de millions. Enfin, la dernière fois, j'ai reçu un 20 fois 52 minutes. Le format, il n'existe même pas. Enfin, je veux dire, il faut quand même réfléchir en fonction de cette industrie. Là où je pense qu'en long métrage, parfois, on peut avoir des grands rêves avec des folies qui sont magnifiques, en fait. Et l'autre chose que je dirais, c'est que, en tout cas, moi, je dois beaucoup au collectif dont on fait partie avec Judith qui s'appelle Les Indélébiles, dans lequel on est depuis 13 ans et dans lequel on s'est tellement serré les coudes aux moments qui étaient difficiles, parce que des moments difficiles, il y en a quand même beaucoup, des moments humiliants, il y en a beaucoup, et aussi pour se conseiller les uns les autres sur avec qui on bosse, comment ça se passe. C'est un collectif qui a été central. Je suis vraiment convaincue que sans les rencontres que j'ai fait dedans, je serais sans doute pas là où je suis aujourd'hui. Donc ça semblait avec d'autres émergents faire un groupe et se supporter les uns les autres, s'aider les uns les autres. Oui, parce qu'on est dans une industrie profondément collective. C'est difficile de faire son petit chemin tout seul. Il y a des scénaristes qui travaillent de manière plus solitaire que d'autres. Il y a même des scénaristes qui écrivent quasiment des saisons seuls entièrement. Et c'est quelque chose que j'admire beaucoup, mais d'avoir le réflexe de se mettre en groupe, de se faire lire. C'est tellement dur de se faire lire. Mais en fait, quand on se fait lire par des collègues, c'est pas du tout pareil que se faire lire par des prods. Ça nous apprend énormément et je crois que c'est très important. Ouais. Effectivement, ça vaut le coup de se rappeler que c'est quand même un marché et du coup, parfois, il y a des choses un peu plus pragmatiques qui peuvent servir. Par exemple, moi, je sais que j'ai démarré en polar et j'ai signé mes premiers épisodes sur des séries polar existantes alors que j'avais aucune expérience parce qu'en fait, j'ai fait des pitchs et qu'en fait, en polar, les gens, ils font pas forcément une room, ils cherchent des auteurs pour venir faire un épisode. Ils sont à leur saison 8 ou 9, ils ont plus du tout d'idées. Et du coup, si on leur propose une idée qui leur plaît, et ben, on a beau être jeune et ne pas avoir d'expérience, souvent, ils la signent. Et ensuite, évidemment, et derrière, il faut assurer pour rester. Et c'est vrai que nous, sur HPI, on a souvent eu des auteurs juniors, voire des auteurs dont c'était le premier texte qu'on a pris. Alors, on les avait rencontrés par d'autres biais, parfois ils sortaient de la Fémis ou autre, mais qu'on a pris sur la base d'une proposition d'épisode qui nous plaisait. Et je pense que ce qui est très dur dans ce métier, c'est de signer ces 2-3 premiers épisodes. Et ensuite, on commence à avoir des appels, on commence à nous proposer du travail, en fait. Le polar, c'est pas fait pour tout le monde, mais je pense que si on a un peu une appétence pour ça, ça peut valoir le coup, quitte à se dire qu'en fait, on fait ça pour apprendre au départ. Et je suis sûr que c'est vrai dans plein d'autres genres, de la quotidienne ou autre. Avoir sa bible de série, écrire un pilote, je trouve que c'est hyper formateur et c'est une bonne manière aussi de montrer ce qu'on sait faire aux gens, mais ça peut aussi être juste une carte de visite, en fait, au départ. Okay. Et idéalement, on arrivera à en faire quelque chose après. Et tu le disais tout à l'heure, c'est vrai que quand on est auteur émergent, qu'on a un projet de création, l'équation, elle va forcément impliquer l'adjonction d'un auteur plus senior. Et pour l'avoir déjà vécu, qu'on m'ait imposé, des auteurs qui, a priori, savaient mieux que moi comment développer mon idée. Enfin, quand je dis je dis notre avec Valentine. Je sais pas s'il faut transiger. À vrai dire, je pense pas. Y compris quand on débute. C'est difficile, on peut pas tout avoir quand on débute, quoi. Mais c'est pour ça que faire lire, montrer son univers en se disant, peut-être pas maintenant, mais peut-être dans 5 ans. Quand moi-même j'aurais aussi appris des trucs, enfin, continuer d'écrire, mais peut-être pas se précipiter sur le premier producteur qui veut optionner un projet de création parce que de ce que je peux observer, c'est quand même souvent de la frustration et de la souffrance. J'ai du mal à imaginer, et je rejoins effectivement, c'est très juste ce que t'as dit Clément, c'est un business, c'est-à-dire qu'envoyer une bible à un producteur, pourtant je suis très optimiste, mais j'ai du mal à imaginer que ça puisse se concrétiser de manière
égalitaire, quoi. Ouais. Le rapport de force est, à mon avis, donc je sais pas, il y a des sessions de pitch aussi, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de sessions de pitch un peu où on peut tester ses idées. Est-ce que vous auriez une question à vous poser les uns aux autres vis-à-vis de votre rapport au showrunning? J'ai une question, vous aviez l'air d'être tous d'accord sur quelque chose que moi j'ai pas traversé, c'était ce truc de vous écrivez et puis vous voyez la scène et c'est complètement à côté de ce que vous avez imaginé, malgré les discussions, malgré les accords manifestement. Vous y voyez quoi en fait derrière ça? Il y a plusieurs choses, c'est-à-dire il y a quand il y a de la mauvaise foi. Et donc ça, en fait, on le sent, on redoute ce moment où cette scène va être tournée parce qu'on sait bien qu'on n'a pas vraiment réussi à se mettre d'accord. Et qu'au final, après, si t'es pas sur le plateau, c'est le réalisateur qui prend la main. Ce qui arrive de manière positive, c'est on s'est fait une idée de scène dans la tête, et puis d'un coup, le décor étant un peu différent, où il y a un truc qui a pas pu être filmé comme ça sur le tournage pour différentes contraintes. Et le réalisateur a trouvé un truc pour que la scène marche. Et c'est encore mieux, quoi. Et donc ça, c'est l'issue positive, c'est de dire, waouh, en fait, ça fait ça, en plus, il y a ça, il y a telle émotion qui s'en dégage, et là, tu te dis, ah, c'est génial. Enfin, c'est des moments, magiques, quoi, je trouve. Et sinon, il y a des petites frustrations qui sont, ok, bon, bah, en fait, là, je comprends pas pourquoi il est resté en plan large, j'ai pas senti l'émotion, moi, je l'imaginais plus serré, puis moi, je voulais qu'il filme ça, la bouche et tout ça, pourquoi il a pas filmé la bouche, pourquoi est-ce que la main sur le genou, là, des trucs comme ça, quoi. C'est ces frustrations, pour moi, c'était important, ce moment-là, cette respiration-là, et il l'a zappé. Et malgré les discussions, c'est-à-dire qu'il y a un aspect frondeur, presque. Ouais, bon, là, c'était spécial. Okay. Mais moi, du coup, ma question rejoignait un peu la tienne, c'est est-ce que vous pensez, en tant que showrunner ou autre mot, qu'il faut pas être là en fait sur le plateau tous les jours? Moi, j'ai l'impression que ça dépend vraiment des configurations et que chaque série est unique et particulière et qu'on peut très bien faire de la direction artistique en n'étant pas là tous les jours, ou l'inverse. En fait, je pense que ça dépend de la qualité de discussion qu'on a eue en amont. Peut-être aussi quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui est le rapport aux comédiens, qui moi me semble essentiel parce que j'ai l'impression qu'une série c'est quand même avant tout des personnages et des comédiens. Par exemple, sur Irrésistible, il y a eu un jour, c'est vraiment quelque chose qui m'est vraiment resté en tête parce que je m'étais fait une sorte de religion de vraiment pas trop m'adresser aux comédiens. C'est-à-dire que j'étais proche d'eux, mais je voulais pas du tout leur donner d'intention de jeu. Je voulais pas m'immiscer, ne serait-ce qu'un temps soit peu, dans une forme de direction d'acteur parce que pour moi, c'est vraiment l'endroit du réalisateur ou de la réalisatrice. Et cet endroit-là, il est en fait assez flou parce que les comédiens, on les voit, on discute avec eux, quoi. Et il y a eu une scène où Camélia, c'était compliqué, on n'arrivait pas à trouver le ton, etc. Et puis, je sais pas pourquoi, ça m'est venu comme ça très naturellement. Je me dis, mais en fait, pense à Julia Roberts dans Coup de foudre à Notting Hill, la sincérité et la simplicité qu'elle y met, en fait. Il n'y a pas d'ironie, en fait, dans la rom-com, il faut y croire, quoi. Et d'un coup, clac, il y a un truc qui s'est détendu, elle y est allée, c'était super, quoi. Et sur le coup, moi, ça me paraissait tellement évident que c'était ça, et en même temps, je m'en voulais de lui avoir donné... Donc t'en as pas tenu grief? Non, elle, pas du tout, tu vois. Et à ce moment-là, Laure, avec qui je travaillais, ce qui était la réalisatrice, non plus. Mais je pense que c'est pile l'endroit où il peut y avoir un petit endroit de crispation avec un réal qui vient te voir derrière et qui te dit, en fait, c'est pas tout à fait ton endroit. Et je trouve que c'est ça qui est tellement dur dans la direction artistique, c'est à quel endroit on est en train de marcher, entre guillemets, sur les plates-bandes ou pas. C'est super compliqué. J'ai pas trouvé le bon équilibre encore. Mais est-ce qu'on passe pas quand même beaucoup de temps à s'excuser quand même d'être là? Peut-être. Ça me frustre un peu, c'est vrai que, et c'est pas une question de pouvoir. En fait, tout le monde essaye de ramener ça à une question de pouvoir ou d'ego ou de place. Si je suis là, ça veut dire que tu veux prendre ma place et en même temps, où est ta place, etc. Mais en fait, de quoi on parle? Enfin, c'est ma série, c'est ma scène. J'ai un sentiment permanent d'illégitimité, en fait. Tu vois, je pense que c'est un truc, après, c'est personnel. C'est-à-dire il me faudra sans doute plusieurs années avant de me sentir légitime à l'endroit où je suis. C'est cet endroit-là où, à certains moments, j'ai une intuition très forte de ce qu'il faudrait faire. Et parfois, je le dis pas, et puis parfois, je le dis, et sans doute que je le dirai de plus en plus. Mais non, moi, j'ai pas trouvé la clé de ça, en fait. Moi, j'ai donc jamais fait sur le plateau. Enfin, je suis allée en touriste aussi, invitée. Mais là où j'ai vu que c'était formidable avec les comédiens, c'est les lectures des textes. C'est-à-dire, est-ce que ce serait pas là qu'en tant que directeur d'écriture, showrunner, je sais pas quoi, créateur, tout ce qu'on veut, on puisse à ce moment-là, avec les réalisateurs, les comédiens et tout ça, quand il y a la lecture des textes, dire, quand il y a un doute, ce qu'on a derrière c'est ce qu'on fait, mais à ce moment-là, vraiment dire, voilà, c'est ça que j'avais en tête. Et quand, parfois, on est surpris, d'ailleurs, ils lisent le texte, parfois, ça passe hyper bien. Les scènes qu'on adore, parfois, passent pas du tout. On se dit, merde, en fait, c'est génial, ce moment-là. Mais c'est très court. Mais c'est très court. Parce qu'une fois sur le plateau, tout est oublié. Et jour après jour, il y a une séquence, puis deux, puis ça. C'est ça que j'ignore. Ça décale après sur le plateau, ouais. Bien sûr. En fait, on peut pas figer les choses sur une lecture. Enfin, on peut parler de choses, mais après, tout le monde oublie une fois qu'on est sur le 73e jour de tournage, la lecture texte d'il y a 4 mois, en fait, ce qu'on a dit à ce moment-là, on arrive avec son ressenti du jour, en fait, cette séquence, comment est-ce que je me la sens aujourd'hui. D'où ta question d'être sur le plateau pour
pas que ça décale après à long terme. Ouais. Ou tout simplement pour discuter, enfin trouver ensemble avec les réalisateurs. Nous, c'est ce qui s'est passé avec Valentine. Enfin, on était là tous les jours et avec Fabrice Gobert et Daniel Groux, qui sont les 2 réalisateurs de la série. On a réussi à trouver une forme de quatuor. Au départ, la production avait un peu peur, nous a dit, alors vos retours, ils seront là. Donc là, ça veut dire là, et encore une fois, 3 fois à gauche. Et bon, ça a tenu 3 jours. Au bout d'un moment, on se baladait, puis on a fini par être au combo avec les réals, parce que ils se sentaient pas menacés, et que on était content, après chaque prise, de discuter, alors, machin, mais tu trouves pas que, ouais, machin, et tout. Au début, on s'était pareil, interdit de dire non aux comédiens, on va pas leur donner d'indications et tout, machin. Puis après, on reste des humains, en fait, les comédiens, c'est des gens qui aimaient nous voir, nous poser des questions de backstory, de trucs et tout. On a des discussions. Alors qu'est-ce qu'on fait à la cantine? On parle du texte ou on parle pas du texte? Enfin, en fait, on a essayé de faire en sorte de revenir à un truc un peu naturel, de gens qui se parlent et d'arrêter de, enfin, tu vois, dire, alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un peu mon taf ou pas? Mais c'est, in fine, s'il fallait y arriver, et c'est arrivé très très peu de fois, bah, la carte de, en fait, oui, je préfère que ce soit comme ça. Mais du coup, moi, j'ai une question logistique parce que ça veut dire que vous étiez sur le plateau tous les jours, sur la maison. Ouais. Et comment vous combinez ça avec, enfin, du coup, vous étiez en train d'écrire, enfin, peut-être que c'est parce qu'il y a qu'une saison, mais dans le cas d'une éventuelle saison 2, vous l'écrivez en parallèle, ou parce que moi, je pense que la question du plateau, en fait, pour nous, elle se pose au-delà de considération de est-ce qu'on va gêner le réal ou lui marcher sur les pieds. C'est qu'en fait, c'est absolument impossible, comme on doit livrer une saison par an, en fait, d'écrire 8 épisodes et de superviser tout en étant sur le plateau. Enfin, nous, on passe en général, si on passe 2 fois par bloc pour voir un peu les comédiens et pour c'est voir sûr, l'ambiance. c'est hyper chronophage. C'est un choix aussi d'être sur le plateau et ensuite tous les jours en post-prod. Donc c'est un temps infini. Après, je parlerai pas forcément de saison 2, mais l'idéal, si le projet c'est de faire une récurrence annuelle, qui est le fantasme un peu de tout le monde, et d'ailleurs pas que le fantasme puisque certains y arrivent, il faut trouver des solutions. C'est là aussi quand on est 2 peut aider. Mais après, je ne sais pas, mais c'est une vraie question que je me pose, si on peut être dans plusieurs écritures en même temps, si c'est souhaitable, s'il faut pas arriver au bout d'une écriture d'une saison avant de réfléchir à la seconde. De toute façon, le temps, enfin, j'ai l'impression que c'est notre ennemi permanent. Je ne comprends pas pourquoi les choses doivent aller vite. Je comprends pas, en fait. Antoine, vous allez réagir sur la présence du scénariste? Non, mais c'est que moi j'ai été des 2 côtés. J'étais réalisateur donc sur le Bureau des légendes où j'étais que réalisateur, et donc il y avait Eric Rochant qui avait pour le coup toute légitimité à l'être, mais moi j'avais la chance de m'occuper de tout ce qui était étranger. J'ai pas tourné dans le bureau, j'ai fait toutes les séquences étrangères, donc voilà. Et puis sur Baron Noir où il y avait Eric Benzekri et Jean-Baptiste Delafont qui avaient écrit, mais qui étaient donc quand j'étais que réal sur ces 2 projets, je dois avouer qu'effectivement, alors comme j'étais à l'étranger, la question se posait pas, Eric était pas là. Mais est-ce que, pardon, mais t'avais validé un découpage avant? Enfin, je te pose la question parce que moi je pense aussi qu'il y a un endroit qui moi me semble vraiment très important, qui est celui du découpage, où en fait parfois on a des réals qui ne veulent pas partager avec nous des découpages. Et en fait, du coup, on n'a aucun accès à ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire qu'on peut se faire des paroles en l'air, mais tant qu'on ne sait pas dessiner et qu'on ne sait pas surprise. Avec Eric, sur certaines scènes, il me demandait mon découpage. Je lui donnais évidemment sans aucun problème. Quand je dis Eric, c'est Eric Rochant. Et avec Eric Benzekri et Jean-Baptiste Delafont, il a jamais été question de ça. Ils m'ont jamais demandé un quelconque... Ouais, sur Baron Noir, ils m'ont jamais... Et puis bon, sur Oussekine et le reste, en fait, la question se pose pas puisque je les réalise, quoi. Et pour répondre aussi, du coup, à ta question, José, sur ces 2 projets qui sont Baron Noir et le Bureau des légendes, je dois avouer que je préférais, moi, quand le showrunner n'était pas là, mais pas du tout dans un rapport égotique, plutôt dans un rapport presque de production. C'est-à-dire que, alors avec Eric c'est particulier, il était producteur. Quand je dis Eric, c'est Eric Rochant, mais quand Eric Benzekri ou Jean-Baptiste étaient là, on avait beaucoup discuté en amont, et puis on avait fait effectivement ces lectures avec les comédiens, mais on avait également tout répété. C'est pour ça quand tu disais 3 mois après ça change, en fait ça devrait pas. Non, ça devrait pas. Tu vois ce que je veux dire? Ça devrait pas, puisqu'en fait c'est figé. Il y a la script qui a noté les changements de texte parce que l'actrice ou l'acteur ne sentait pas, donc c'est figé. On a refait une version des dialogues, on est sur le plateau. Puis les acteurs adorent rester sur quelque chose qui a été validé 3 mois plus tôt, c'est bien connu. Ben honnêtement, moi j'ai jamais eu ce problème, hein. Il y a quand même toujours un moment où, alors je sais pas si c'est de la mauvaise foi ou vraiment quelque chose qu'on oublie, etc., ou une conviction très très forte qui a été contrée à un moment donné en lecture ou en répétition, puisqu'on a fait les 2, et au final ça revient à la charge en jour 76 parce que bah quand même je l'ai bien quelque part mon idée. Donc il y a toujours un truc. Après effectivement quand on est tous bien d'accord, il y a pas de gros drame. Ça dépend un peu son niveau de psychopathie aussi par rapport aux détails. Et comme on a développé avec Valentine une espèce d'obsession de tous les détails, parce que cette série sur le luxe et sur la mode, ça n'est que détails,
on a sans doute poussé très très loin. Oui, mais toute série n'est que détail. Moi, je sens que sur En Thérapie, quand des comédiens voulaient soudainement improviser quelque chose épisode 16 et qu'en fait ça a un impact sur l'épisode 32, je pense qu'ils n'ont pas du tout en tête le côté, la toile d'araignée que représente un texte et les impacts qu'une petite impro peut avoir ou qu'un texte pas dit peut avoir sur la suite des épisodes. Et nous, pour le coup, s'il y a bien une chose qu'on connaît par cœur, c'est les textes et à quel point ce qui est dit dans l'épisode 1 a un impact sur le 9. Exactement. Et l'importance que c'est de préparer un personnage, etc. Le truc qui m'a rendu le plus dingue sur les séries sur lesquelles j'ai pu bosser, c'est quand soudainement un réal décide de ou ne pas présenter un personnage ou le couper, alors que nous on sait très bien que dans la suite ça va avoir un impact terrible et qu'on anticipe. Tu m'as sucré mon placement en fait. Ouais, c'est ça, et on anticipe qu'au montage on va avoir un problème, parce que quand même souvent c'est ça qui se passe, c'est qu'on anticipe les problèmes de montage parce que mieux que personne on sait comment c'est foutu quoi. Et puis cette caractéristique de crossboarding, en fait c'est un mindfuck en fait sur le tournage pour les comédiens notamment. Enfin tu vois, ils se pointent, ils tournent 5 séquences. Alors il y a de l'épisode 2, il y a de l'épisode 4, il y a de l'épisode 8, il y a de l'épisode 10. Bonne chance. Et du coup même pour le réal, enfin nous les réals ce qu'ils nous ont dit c'était, je sais pas si c'était pour nous faire plaisir, mais qu'en tout cas notre présence les avait plutôt aidés et qu'ils étaient plutôt contents, au-delà du fait qu'on s'entendait bien et qu'on s'entend bien, à remettre un peu les choses d'équerre, à se remettre dans un contexte et à sortir, comme tu dis, le détail de chronologie parce que on les connaissait vraiment par cœur ces textes. Mais c'est effectivement très rassurant d'avoir les scénaristes autour du plateau. Enfin, sur ces deux projets, moi, ça me rassurait énormément de les avoir. C'est juste que quand les discussions n'ont pas été faites en amont et qu'elles se passent sur le plateau, il y a quelque chose de très chronophage. Ah oui, et puis on s'engueule pas devant les enfants, quoi. Ça, c'est la règle d'or, quoi. Et on sait tous qui sont les enfants dans cette histoire. Merci à tous pour vos réponses. Merci de l'invitation. Merci beaucoup. Les showrunners et le scénario, c'est terminé. Merci encore à Antoine, Judith, Julien, Clémence et José pour leur participation. Merci à Clément Rullière et Camille Bertrand de The Originals Productions pour l'aide à l'organisation et l'accueil de l'enregistrement. Clin d'œil aux co-showrunners des invités du jour, à savoir Valentine Milleville pour La Maison, Alice Chegaret-Brugnaut pour HPI et Victor Rodenbach pour Les Enfants sont rois. Et bien sûr, merci à vous pour votre écoute. Abonnez-vous au podcast pour ne manquer aucun épisode, partagez-le autour de vous s'il vous a plu et pour le soutenir, je vous invite à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify s'il vous plaît. Et le scénario est une émission proposée et montée par moi-même qui vous donne rendez-vous dans 4 semaines pour le prochain numéro. D'ici là, n'oublions pas, le scénario n'est pas une œuvre d'art mais une invitation à collaborer sur une œuvre d'art. Paul Schrader. À bientôt.